Ce soir, tandis que tu glisses vers le sommeil, nous dévoilerons comment la lumière la plus ordinaire des étoiles porte en secret des questions auxquelles la science ne sait pas encore répondre. Ces rayons anciens et doux recèlent des mystères qui se déposent sur toi comme une quiétude, transformant ta descente vers les rêves en une orbite silencieuse autour de secrets qui scintillent dans l'obscurité. Bonsoir et bienvenue dans cette exploration tranquille où la curiosité scientifique peut prendre son temps, où l'émerveillement est autorisé à s'épanouir sans hâte. Ce soir, nous n'allons pas parler des dernières découvertes spatiales ni des théories les plus récentes. Au lieu de cela, nous allons plonger dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à l'essence même de ce que nous ne savons pas encore sur notre univers. Nous allons explorer sans mystère que la science, malgré tous ses progrès extraordinaires, n'arrive toujours pas à résoudre. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans le fait que même à notre époque de satellites sophistiqués, de télescopes spatiaux et d'intelligence artificielle, l'univers garde encore ses secrets les plus intimes. Ces mystères ne sont pas des échecs de la science, mais plutôt des invitations à l'humilité, des rappels que nous ne sommes qu'au début d'un voyage infini vers la compréhension. Chaque question sans réponse est une porte entr'ouverte vers l'inconnu, un murmure de l'univers qui nous dit qu'il reste encore tant à découvrir. Imaginez un instant que vous êtes allongé sous un ciel nocturne parfaitement clair, loin de toute pollution lumineuse. Au-dessus de vous s'étend une tapisserie infinie d'étoiles, de galaxies et d'espaces vides qui semblent défier toute compréhension. Cette vision qui a inspiré l'humanité pendant des millénaires continue de poser des questions que nos plus grands esprits n'arrivent pas à résoudre. Où commence l'univers? Où finit-il? Ou y a-t-il quelque chose au-delà? Et surtout, pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Ces questions fondamentales nous accompagnent depuis l'aube de la conscience humaine. Nos ancêtres les posaient en regardant les mêmes étoiles, et nos descendants les poseront probablement encore dans 1000 ans. Il y a une beauté particulière dans cette continuité, dans cette quête éternelle de compréhension qui unit toutes les générations humaines. Nous sommes tous des explorateurs de l'infini, armés de notre curiosité et de notre capacité d'émerveillement. L'un des mystères les plus troublants concerne la nature même de la réalité. Qu'est-ce qui constitue réellement la matière? Pendant longtemps, nous avons pensé que les atomes étaient les briques fondamentales de tout ce qui existe. Puis nous avons découvert les protons, les neutrons et les électrons. Ensuite, les quarks et les leptons. Mais plus nous creusons profondément dans la structure de la matière, plus nous découvrons que ce que nous appelons réalité ressemble davantage à un ensemble de probabilités quantiques qu'à quelque chose de solide et de tangible. Au niveau quantique, les particules semblent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées. Cette observation elle-même semble influencer le comportement de la matière de manière que nous ne comprenons pas entièrement. Comment l'acte d'observer peut-il changer la réalité observée? Cette question va au cœur de ce que signifie exister, et nous n'avons toujours pas de réponse satisfaisante. Puis il y a le mystère du temps. Nous vivons dans le temps, nous vieillissons à cause de lui, nous organisons nos vies autour de lui. Pourtant, la nature fondamentale du temps reste profondément énigmatique. Est-ce que le temps s'écoule vraiment, ou est-ce simplement notre perception qui crée cette illusion? Existe-t-il un maintenant universel, ou chaque observateur a-t-il son propre maintenant relatif? Et pourquoi le temps semble-t-il avoir une direction privilégiée? Pourquoi nous souvenons-nous du passé mais pas de le futur? Einstein nous a appris que le temps et l'espace sont intimement liés, formant ce qu'il a appelé l'espace-temps. Cette découverte révolutionnaire a résolu certains mystères, mais en a créé d'autres. Si l'espace-temps peut être courbé par la gravité, qu'est-ce qui le courbe exactement? Qu'est-ce qui donne à la matière et à l'énergie cette capacité mystérieuse de déformer le tissu même de la réalité? L'univers semble être rempli d'une substance invisible que nous appelons matière noire. Cette matière mystérieuse ne brille pas, ne réfléchit pas la lumière et n'interagit apparemment avec la matière ordinaire que par la gravité. Pourtant, elle constitue environ 85% de toute la matière de l'univers. Nous pouvons voir ces effets. Les galaxies tournent trop rapidement pour être maintenues ensemble par la seule matière visible, mais nous ne savons pas ce qu'elle est réellement. Encore plus mystérieuse est l'énergie sombre, cette force invisible qui semble pousser l'univers à s'étendre de plus en plus rapidement. Non seulement l'univers grandit depuis le Big Bang, mais cette expansion s'accélère. Quelque chose pousse activement l'espace lui-même à se dilater, et nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Cette énergie sombre représente environ 70%
5% de toute l'énergie de l'univers, ce qui signifie que nous ne comprenons pas la nature de la vaste majorité de tout ce qui existe. Ces pourcentages devraient nous donner le vertige. Nous comprenons environ 5% de l'univers, la matière ordinaire dont nous sommes faits, dont sont faites les étoiles et les planètes que nous pouvons voir. 45% de la réalité nous échappe complètement. C'est comme si nous vivions dans une maison en ne connaissant qu'une seule pièce sur 20, ignorant complètement ce qui se passe dans le reste. Au cœur de ces mystères cosmiques se cache une question encore plus fondamentale. Pourquoi les lois de la physique sont-elles ce qu'elles sont? Pourquoi la charge de l'électron a-t-elle exactement cette valeur? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle cette constante précise? Ces nombres semblent être ajustés avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence de la matière complexe, des étoiles, des planètes et de la vie. Si ces constantes fondamentales étaient même légèrement différentes, l'univers serait un endroit très différent, probablement incapable de donner naissance à la complexité que nous observons. Cette observation a donné naissance au principe anthropique, l'idée que l'univers semble être ajusté pour permettre l'existence d'observateurs comme nous. Mais cela soulève une question troublante. Est-ce le hasard, la nécessité ou quelque chose d'autre qui explique cet ajustement apparent? Certains scientifiques proposent l'existence d'un multivers, un ensemble infini d'univers avec des lois physiques différentes. Dans cette vision, nous existons simplement dans l'un des rares univers où les conditions permettent la vie. Mais cette hypothèse, bien qu'élégante, soulève autant de questions qu'elle en résout. L'origine de la vie elle-même reste l'un des plus grands mystères de la science. Nous savons que la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années, mais nous ne savons pas comment. Comment des molécules organiques simples se sont-elles organisées en systèmes capables de se reproduire, de métaboliser et d'évoluer? Ce passage du non-vivant au vivant semble représenter un saut qualitatif énorme, et malgré des décennies de recherche, nous n'avons pas encore réussi à reconstituer ce processus en laboratoire. La conscience représente peut-être le mystère ultime. Vous êtes en train de lire ces mots, de les comprendre, de former des pensées et des images mentales. Cette expérience subjective, ce que les philosophes appellent la qualité de l'expérience, semble émerger d'un réseau de neurones dans votre cerveau. Mais comment? Comment l'activité électrochimique de cellules individuelles donne-t-elle naissance à l'expérience subjective unifiée que vous vivez en ce moment? Nous pouvons cartographier le cerveau, identifier les régions qui s'activent lors de différentes tâches cognitives, et même stimuler certaines zones pour produire des sensations ou des mouvements spécifiques. Mais l'expérience subjective elle-même, la rougeur du rouge, la douleur de la douleur, le sentiment d'être soi, reste complètement mystérieuse. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous? Cette question, connue sous le nom de problème difficile de la conscience, résiste à toutes nos tentatives d'explication scientifique. Dans l'espace profond, d'autres mystères nous attendent. Les trous noirs, ces régions de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien ne peut s'échapper, posent des paradoxes fondamentaux. Selon la relativité générale, tout ce qui tombe dans un trou noir devrait être détruit à jamais. Mais la mécanique quantique suggère que l'information ne peut pas être détruite. Ce paradoxe de l'information des trous noirs touche au cœur de notre compréhension de la réalité physique. Récemment, nous avons commencé à détecter des ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même causées par des événements cosmiques extraordinaires comme la collision de trous noirs. Ces découvertes ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers, mais elles soulèvent aussi de nouvelles questions. Qu'est-ce que ces signaux nous révèlent sur la nature profonde de l'espace et du temps? Que nous apprennent-ils sur des événements si violents et si éloignés qu'ils défient l'imagination? L'univers primitif recèle ses propres secrets. Dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers aurait subi une période d'expansion extrêmement rapide appelée inflation. Cette théorie explique de nombreuses observations, mais nous ne savons pas ce qui l'a causée ni pourquoi elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui a déclenché cette expansion fulgurante? Et qu'est-ce qui existait, le cas échéant, avant le Big Bang lui-même? La recherche de vie extraterrestre reste l'une de nos quêtes les plus passionnantes et les plus frustrantes. L'équation de Drake, formulée dans les années 60, tente d'estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie. Selon certaines estimations optimistes, il devrait y avoir des milliers, voire des millions de civilisations dans la Voie lactée.
Alors, où sont-elles? Ce paradoxe de Fermi, le contraste entre la probabilité élevée d'existence d'une vie extraterrestre intelligente et le manque de preuves de son existence, continue de nous hanter. Peut-être que la vie est plus rare que nous le pensons, peut-être que l'intelligence est un phénomène extrêmement improbable, ou peut-être que les civilisations avancées tendent à s'autodétruire avant de pouvoir communiquer à travers l'espace. Chacune de ces possibilités a des implications profondes pour notre compréhension de notre place dans l'univers. Sur notre propre planète, la vie présente ses propres mystères. L'évolution explique magnifiquement comment les espèces changent et se diversifient au fil du temps, mais elle laisse certaines questions sans réponse. Comment expliquer l'explosion cambrienne, cette période d'il y a environ 540 millions d'années où la diversité biologique a explosé soudainement? Pourquoi la vie semble-t-elle tendre vers une complexité croissante? Et qu'est-ce qui détermine exactement les directions que prend l'évolution? Le phénomène de l'extinction de masse pose ses propres énigmes. Au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu au moins 5 grandes extinctions de masse, chacune éliminant une grande partie de la vie sur la planète. Nous comprenons certaines des causes, impact d'astéroïdes, éruptions volcaniques massives, changements climatiques, mais les mécanismes exacts par lesquels ces événements conduisent à l'extinction restent mystérieux. Actuellement, nous traversons peut-être la 6e extinction de masse causée cette fois par l'activité humaine. Cette réalisation soulève des questions troublantes sur notre responsabilité envers les autres espèces et sur l'avenir de la vie sur Terre. Sommes-nous simplement une autre force naturelle ou avons-nous une responsabilité morale particulière en tant qu'espèce consciente de son impact? Les océans de notre planète cachent leurs propres secrets. Nous avons exploré moins de 5% des océans terrestres, ce qui signifie que la majeure partie de notre propre planète reste inconnue. Dans les profondeurs abyssales vivent probablement des millions d'espèces que nous n'avons jamais vues. Certaines pourraient nous offrir de nouveaux aperçus sur la nature de la vie elle-même. Les fosses océaniques les plus profondes créent des environnements si extrêmes qu'ils défient notre compréhension de ce qui est possible. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle du niveau de la mer, et pourtant la vie prospère. Comment ces organismes survivent-ils dans des conditions si hostiles? Que peuvent-ils nous apprendre sur les limites de la vie? Dans les laboratoires du monde entier, les scientifiques tentent de percer d'autres mystères fondamentaux. Pourquoi existe-t-il plus de matière que d'antimatière dans l'univers? Selon nos théories, le Big Bang aurait dû créer des quantités égales de matière et d'antimatière qui se seraient annihilées mutuellement, ne laissant qu'un univers rempli de photons. Pourtant, nous existons, ce qui signifie qu'il y avait un léger excès de matière. D'où venait ce déséquilibre? La supersymétrie, une théorie élégante qui prédit l'existence de particules partenaires pour chaque particule connue, pourrait résoudre de nombreux problèmes en physique. Mais malgré des décennies de recherche avec les accélérateurs de particules les plus puissants, nous n'avons trouvé aucune preuve de ces particules supersymétriques. Soit elles existent à des énergies plus élevées que celles que nous pouvons actuellement sonder, soit la nature a choisi une voie différente. Le boson de Higgs, découvert en 2012, était la dernière pièce manquante du modèle standard de la physique des particules. Cette découverte était triomphante, mais elle a aussi soulevé de nouvelles questions. La masse du Higgs semble être ajustée d'une manière qui rend l'univers métastable, stable maintenant, mais potentiellement susceptible de s'effondrer dans un état d'énergie plus bas dans un futur lointain. Ces mystères scientifiques nous rappellent que nous sommes encore des débutants dans notre compréhension de l'univers. Chaque réponse que nous trouvons semble générer de nouvelles questions, comme si la réalité était structurée en couches infinies de complexité. Cette perspective devrait nous rendre humbles, mais aussi profondément excités. Nous vivons à une époque extraordinaire dans l'histoire de la connaissance humaine, où nos outils d'observation et d'expérimentation nous permettent de sonder des mystères qui étaient impénétrables pour les générations précédentes. Pourtant, ces 100 mystères que nous explorerons ensemble ne sont pas simplement des curiosités académiques. Ils touchent aux questions les plus profondes sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Ils nous connectent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous rappelant que nous faisons partie d'un cosmos vaste et mystérieux qui continue de nous surprendre et de nous émerveiller. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans ces mystères cosmiques, il devient clair que certains des plus grands secrets de l'univers se cachent dans les recoins les plus sombres et les plus froids de l'espace. Là, dans le vide apparent entre les étoiles, dans les régions que nos ancêtres pensaient vides, se déroulent des phénomènes si étranges qu'ils défient notre compréhension la plus fondamentale de la réalité.
Commençons par l'un des mystères les plus profonds, l'énergie du vide quantique. Selon la mécanique quantique, même l'espace complètement vide n'est jamais vraiment vide. Il bouillonne d'activités invisibles, rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en des fractions infinitésimales de secondes. Cette énergie du vide devrait être énorme, astronomiquement plus grande que toute l'énergie visible dans l'univers. Pourtant, quand nous regardons autour de nous, cette énergie semble soit inexistante, soit parfaitement équilibrée d'une manière que nous ne comprenons pas. Cette discordance entre la théorie et l'observation représente peut-être la plus grande erreur de prédiction dans l'histoire de la science. Les calculs suggèrent que l'énergie du vide devrait être plus de 120 ordres de grandeur plus élevé que ce que nous observons. C'est un nombre si grand qu'il défie la compréhension. Si cette énergie existait réellement au niveau prédit, l'univers se serait effondré sur lui-même ou aurait explosé si violemment qu'aucune structure ne pourrait jamais se former. Cette énigme nous mène directement à un autre mystère cosmique, la nature de l'espace-temps lui-même. Einstein nous a enseigné que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais forment un tissu unifié qui peut être courbé, étiré et déformé. Mais qu'est-ce qui constitue réellement ce tissu? Est-il composé de quelque chose de plus fondamental ou est-il la structure la plus basique de la réalité? Certaines théories suggèrent que l'espace-temps lui-même pourrait être quantifié, composé de minuscules unités discrètes à l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres. À cette échelle inimaginablement petite, l'espace-temps pourrait ressembler à une mousse quantique, bouillonnant et fluctuant de manière qui défie toute visualisation. Si c'est vrai, alors la réalité lisse et continue que nous percevons serait une illusion, une approximation qui émerge à des échelles plus grandes. Dans cette mousse quantique hypothétique, les notions familières de distance et de temps pourraient perdre leur sens. Les particules pourraient voyager instantanément d'un point à un autre, non pas en violant la vitesse de la lumière, mais en prenant des raccourcis à travers la structure profonde de l'espace-temps. Cette possibilité soulève des questions vertigineuses sur la nature de la causalité et de la localité dans l'univers. Parlons maintenant des trous de verre, ces tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps qui pourraient connecter des régions distantes de l'univers, ou même des univers différents. La relativité générale permet mathématiquement l'existence de ces structures, mais nous ne savons pas si elles peuvent réellement exister dans la nature. Si elles existent, elles pourraient offrir des raccourcis à travers le cosmos, permettant potentiellement des voyages plus rapides que la lumière sans violer les lois de la physique. Mais les trous de verre soulèvent leur propre paradoxe. Un trou de verre traversable pourrait théoriquement être transformé en machine à voyager dans le temps, créant des boucles causales qui défient notre compréhension logique de la réalité. Comment l'univers résout-il ces paradoxes temporels? Existe-t-il des mécanismes naturels qui empêchent de telles violations de la causalité? La recherche de la gravité quantique représente l'un des plus grands défis de la physique moderne. Nous avons des théories magnifiques qui décrivent 3 des 4 forces fondamentales, l'électromagnétisme et les forces nucléaires fortes et faibles dans un cadre quantique unifié. Mais la gravité résiste obstinément à tous nos efforts pour l'intégrer dans ce framework quantique. Cette résistance n'est pas simplement un problème technique, elle révèle peut-être quelque chose de fondamental sur la nature de la gravité elle-même. Peut-être que la gravité n'est pas une force comme les autres, mais plutôt une propriété émergente de quelque chose de plus profond. Certaines théories suggèrent que la gravité pourrait émerger de l'intrication quantique, ce lien mystérieux entre des particules qui permet à des changements dans l'une d'affecter instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. L'intrication quantique elle-même reste profondément mystérieuse. Einstein l'appelait « action fantomatique à distance » et n'arrivait pas à l'accepter comme une description complète de la réalité. Pourtant, des décennies d'expérience ont confirmé que l'intrication est un phénomène réel et fondamental. Des particules peuvent être corrélées de manière qui semble défier notre compréhension intuitive de l'espace et du temps. Cette non-localité quantique soulève des questions profondes sur la nature de l'information dans l'univers. Comment l'information peut-elle être partagée instantanément entre des particules séparées par des années-lumière? Existe-t-il une couche de réalité qui transcende notre expérience ordinaire de l'espace et du temps? Ces questions touchent au cœur de ce que signifie être séparé ou connecté dans l'univers. Dans les profondeurs de l'espace, nous observons des phénomènes qui défient nos théories les plus sophistiquées. Les sursauts gamma, par exemple, libèrent plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Ces explosions cosmiques sont si puissantes qu'elles sont visibles à travers tout l'univers observable.
mais nous ne comprenons toujours pas complètement ce qui les cause. Les magnétars, des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques trillions de fois plus forts que celui de la Terre, créent des conditions si extrêmes qu'ils remettent en question notre compréhension de la physique de la matière. Dans de tels champs, les atomes eux-mêmes se déforment, créant des formes de matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Que peuvent nous apprendre ces laboratoires cosmiques naturels sur les limites de la physique? La matière étrange, une forme hypothétique de matière composée de quarks étranges, pourrait exister dans les cœurs des étoiles à neutrons les plus massives. Cette matière aurait des propriétés si inhabituelles qu'elle pourrait transformer n'importe quelle matière ordinaire qu'elle touche. Si la matière étrange est stable, elle pourrait représenter l'état fondamental de toute matière, suggérant que toute la matière ordinaire que nous connaissons n'est qu'un état métastable, susceptible de se transformer en quelque chose de complètement différent. Les rayons cosmiques ultra-énergétiques posent un autre mystère fascinant. Certaines de ces particules possèdent des énergies si élevées qu'elles ne devraient pas pouvoir voyager très loin dans l'univers à cause de leur interaction avec le rayonnement cosmique de fond. Pourtant, nous les détectons régulièrement. D'où viennent-elles? Comment acquièrent-elles de telles énergies extraordinaires? Et comment parviennent-elles jusqu'à nous? Dans notre propre système solaire, des mystères persistent. L'effet Pioneer, une décélération inexpliquée observée sur les sondes Pioneer 10 et 11, a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Bien qu'une explication en termes de pression de radiation thermique ait été proposée, certains aspects de l'anomalie restent inexpliqués. Ces petites déviations par rapport aux prédictions pourraient-elles révéler quelque chose de nouveau sur la gravité ou la physique fondamentale? La rotation anormalement rapide de notre galaxie, la Voie lactée, nous a mené à postuler l'existence de la matière noire. Mais qu'est-ce que cette substance mystérieuse? Les particules candidates incluent les actions, des particules hypothétiques, si légères et si faiblement interactives qu'elles pourraient remplir l'univers sans que nous nous en apercevions. D'autres possibilités incluent les particules massives faiblement interactives, ou WIMPs, qui pourraient être détectées par leurs rares interactions avec la matière ordinaire. Malgré des décennies de recherche et des détecteurs de plus en plus sophistiqués, nous n'avons pas encore trouvé de preuves directes de ces particules de matière noire. Cette absence de détection commence à remettre en question nos assumptions fondamentales. Peut-être que la matière noire n'est pas constituée de particules du tout, mais représente quelque chose de plus exotique, comme des modifications de la gravité elle-même à grande échelle. Les théories de gravité modifiée, comme MOND, Modified Newtonian Dynamics, tentent d'expliquer les observations sans invoquer de matière invisible. Ces théories suggèrent que notre compréhension de la gravité pourrait être incomplète, nécessitant des corrections à très grande échelle ou à très faible accélération. Si c'est vrai, cela révolutionnerait notre compréhension de la physique fondamentale. L'énergie sombre présente un mystère encore plus profond. Non seulement nous ne savons pas ce qu'elle est, mais son existence même remet en question notre compréhension de base de l'univers. Comment une forme d'énergie peut-elle pousser l'espace lui-même à s'étendre de plus en plus rapidement? Qu'est-ce qui donne à l'énergie sombre cette propriété répulsive extraordinaire? Certaines théories suggèrent que l'énergie sombre pourrait ne pas être une substance du tout, mais plutôt une propriété intrinsèque de l'espace vide lui-même. D'autres proposent qu'elle pourrait être liée à des dimensions supplémentaires de l'espace-temps, invisibles à notre expérience quotidienne, mais influençant la géométrie de l'univers à grande échelle. La possibilité de dimensions supplémentaires ouvre elle-même un monde de mystères. La théorie des cordes, l'une de nos tentatives les plus ambitieuses pour unifier toute la physique, nécessite l'existence de 6 ou 7 dimensions spatiales supplémentaires au-delà des 3 que nous connaissons. Où sont ces dimensions? Pourquoi ne les percevons-nous pas? Sont-elles enroulées si petitement qu'elles échappent à notre détection ou existent-elles parallèlement à notre réalité tridimensionnelle? Si ces dimensions supplémentaires existent, elles pourraient expliquer pourquoi la gravité semble si faible comparée aux autres forces. Peut-être que la gravité fuit dans ces dimensions cachées, expliquant pourquoi nous avons besoin d'une masse énorme comme celle de la Terre pour générer une force gravitationnelle notable. Cette possibilité soulève des questions fascinantes sur ce qui pourrait exister dans ces dimensions parallèles.
L'holographie cosmique représente l'une des idées les plus révolutionnaires de la physique moderne. Elle suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être encodée sur sa surface bidimensionnelle, comme un hologramme. Si c'est vrai, alors notre expérience tridimensionnelle de la réalité pourrait être une illusion, une projection d'informations stockées sur une surface distante. Cette idée n'est pas de la pure spéculation, elle est soutenue par des découvertes théoriques solides dans l'étude des trous noirs et a trouvé des applications inattendues dans d'autres domaines de la physique. Si l'univers est réellement holographique, cela changerait fondamentalement notre compréhension de ce que signifie exister dans l'espace et le temps. La correspondance A/D/S/CFT, une dualité mathématique découverte dans la théorie des cordes, suggère une connexion profonde entre la gravité dans un espace à dimension plus élevée et la physique quantique sur sa frontière de dimension inférieure. Cette correspondance a permis des progrès remarquables dans notre compréhension de systèmes quantiques fortement couplés, mais elle soulève aussi des questions profondes sur la nature fondamentale de la réalité. Ces découvertes théoriques nous forcent à reconsidérer nos notions les plus basiques sur l'espace, le temps et la matière. Peut-être que ce que nous percevons comme la réalité physique n'est qu'une description émergente de quelque chose de plus fondamental et de plus étrange. Peut-être que l'information, plutôt que la matière ou l'énergie, est l'ingrédient le plus basique de l'univers. Dans cette vision, les particules, les forces et même l'espace-temps lui-même pourraient émerger de processus informationnels plus profonds. Cette perspective transformerait notre compréhension de la physique, de la cosmologie et même de la conscience. Si l'univers est fondamentalement informationnel, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos? Ces mystères cosmiques nous rappellent constamment que nous sommes encore loin de comprendre la nature fondamentale de la réalité. Chaque nouvelle découverte semble révéler des couches plus profondes de complexité et de mystère. Pourtant, c'est précisément cette profondeur apparemment infinie qui rend l'exploration scientifique si passionnante et si importante. Nous continuerons notre voyage à travers ces 100 mystères, explorant comment ils se connectent et s'influencent mutuellement, créant un tapestry cosmique d'une richesse et d'une complexité qui défie l'imagination. Car dans ces mystères réside peut-être la clé de notre compréhension ultime de ce que signifie exister dans cet univers remarquable et mystérieux. Ces mystères cosmiques nous amènent naturellement à considérer les phénomènes les plus extrêmes de notre univers, ces événements et objets si violents, si énergétiques, qu'ils remettent en question les limites mêmes de ce que nous pensions possible. Dans les profondeurs de l'espace, là où les forces fondamentales atteignent leurs expressions les plus dramatiques, nous découvrons des laboratoires naturels qui testent notre physique au-delà de tout ce que nous pourrions jamais reproduire sur Terre. Les collisions de trous noirs représentent peut-être les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Quand deux de ces monstres gravitationnels se rencontrent après avoir spiralé l'un vers l'autre pendant des millions d'années, ils libèrent plus d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles que toutes les étoiles de l'univers observable n'en émettent en lumière pendant le même instant. Cette énergie déforme littéralement le tissu de l'espace-temps, créant des ondulations qui se propagent à la vitesse de la lumière à travers tout le cosmos. Nous avons commencé à détecter ces ondes gravitationnelles seulement récemment, avec des instruments si sensibles qu'ils peuvent mesurer des déformations de l'espace plus petites qu'un 10 millième de la largeur d'un proton. Chaque détection nous raconte l'histoire d'une collision cosmique survenue il y a des milliards d'années, quand l'univers était plus jeune et plus violent. Mais ces signaux soulèvent autant de questions qu'ils en résolvent. Comment se forment les systèmes binaires de trous noirs? Certains pourraient être les restes d'étoiles binaires massives qui ont explosé en supernovae, mais d'autres semblent trop massifs pour cette explication. Peut-être que certains trous noirs se sont formés directement dans l'univers primitif, sans passer par la phase stellaire. Ces trous noirs primordiaux pourraient constituer une partie de la mystérieuse matière noire, mais nous n'avons pas encore de preuves définitives de leur existence. L'horizon des événements d'un trou noir représente une frontière ultime dans notre univers, un point de non-retour au-delà duquel aucune information ne peut s'échapper. Pourtant, la physique quantique suggère que les trous noirs devraient émettre un rayonnement thermal, connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Cette radiation devrait faire évaporer lentement les trous noirs, mais elle soulève un paradoxe fondamental. Que devient l'information qui est tombée dans le trou noir quand celui-ci s'évapore finalement ? Ce paradoxe de l'information des trous noirs touche au cœur de notre compréhension de la réalité physique. L'information peut-elle vraiment être détruite, ou doit-elle, d'une manière ou d'une autre, s'échapper du trou noir d'une façon que nous ne comprenons pas encore ?
Certaines théories suggèrent que l'information pourrait être encodée sur la surface du trou noir, créant un mur de feu qui incinérerait tout ce qui tomberait dedans. D'autres proposent que l'information pourrait fuir lentement à travers des corrélations quantiques subtiles dans le rayonnement de Hawking. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies présentent leur propre mystère. Ces géants, contenant des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil, semblent avoir grandi trop rapidement dans l'univers jeune. Comment ont-ils atteint de telles masses si peu de temps après le Big Bang? Et comment leur croissance est-elle si étroitement liée à la formation des galaxies qui les entourent? Cette connexion entre les trous noirs centraux et leurs galaxies hautes suggère un mécanisme de rétroaction que nous ne comprenons pas complètement. Quand un trou noir supermassif active et commence à dévorer la matière environnante, il génère des jets de plasma relativistes qui peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière. Ces jets transportent une énergie énorme loin du trou noir, influençant la formation stellaire dans toute la galaxie. Les quasars, ces phares cosmiques alimentés par des trous noirs supermassifs accrétant activement de la matière, brillent avec une luminosité qui dépasse celle de centaines de milliards d'étoiles. Certains sont si brillants qu'ils sont visibles à travers presque tout l'univers observable. Mais cette brillance soulève des questions sur la façon dont tant d'énergie peut être générée dans un volume relativement petit. Le processus d'accrétion autour d'un trou noir crée des conditions si extrêmes que la matière est chauffée à des températures de millions de degrés, émettant des rayons X et des rayons gamma. Dans ces disques d'accrétion turbulents, les champs magnétiques peuvent être amplifiés à des intensités inimaginables, créant des mécanismes d'accélération de particules que nous ne pouvons que partiellement comprendre. Les étoiles à neutrons, ces restes compacts d'explosions de supernovas, comprimant une masse supérieure à celle du Soleil dans un volume de seulement une vingtaine de kilomètres de diamètre. La matière dans leur cœur atteint des densités si élevées qu'elle dépasse celle du noyau atomique, créant des formes exotiques de matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. À de telles densités, les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons, mais à des densités encore plus élevées, la matière pourrait se transformer en quelque chose de complètement différent. Des quarks libres, normalement confinés à l'intérieur des protons et des neutrons, pourraient exister en état libre, créant une mer de quarks au centre des étoiles à neutrons les plus massives. Cette matière de quarks déconfinée pourrait avoir des propriétés si étranges qu'elle remettrait en question notre compréhension de base de la matière. Elle pourrait être parfaitement fluide, sans viscosité, ou présenter d'autres propriétés quantiques macroscopiques que nous ne pouvons qu'imaginer. L'étude de ces objets nous donne un aperçu de la physique dans des conditions impossibles à reproduire en laboratoire. Les magnétars, une sous-classe d'étoiles à neutrons avec des champs magnétiques extraordinairement intenses, créent des environnements encore plus extrêmes. Leurs champs magnétiques sont si forts qu'ils déforment non seulement les atomes, mais aussi l'espace vide lui-même. Dans de tels champs, le vide quantique devient biréfringent, comme un cristal, divisant la lumière en rayons polarisés différemment. Ces champs magnétiques extrêmes peuvent déclencher des tremblements stellaires si violents qu'ils libèrent plus d'énergie en rayons gamma en une fraction de seconde que notre Soleil n'en émet en 100 000 ans. Ces sursauts gamma-mou ont été observés depuis la Terre, leurs effets détectables même à des distances de dizaines de milliers d'années-lumière. Les supernovae elles-mêmes restent partiellement mystérieuses, malgré des décennies d'études intensives. Nous comprenons le mécanisme de base. Quand le cœur d'une étoile massive s'effondre, il rebondit et génère une onde de choc qui expulse les couches externes de l'étoile. Mais les simulations numériques ont du mal à reproduire des explosions assez puissantes pour expliquer les observations. Il semble qu'il manque un ingrédient dans notre compréhension de ces explosions cosmiques. Peut-être que les neutrinos, ces particules fantomatiques produites en abondance lors de l'effondrement du cœur, jouent un rôle plus important que nous ne le pensions. Ou peut-être que les champs magnétiques, les rotations stellaires ou d'autres facteurs contribuent de manière que nous n'avons pas encore comprise. Les hypernovae, encore plus énergétiques que les supernovae ordinaires, semblent être associées aux sursauts gamma longs, les explosions les plus énergétiques observées dans l'univers depuis le Big Bang. Ces événements libèrent en quelques secondes plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Mais le mécanisme qui génère de telles énergies
reste largement mystérieux. Une possibilité est que ces hypernovae impliquent la formation de trous noirs stellaires en rotation rapide, qui pourraient extraire de l'énergie de rotation à travers des processus magnétiques complexes. Ces moteurs centraux pourraient alimenter les jets relativistes que nous observons dans les sursauts gamma, mais les détails de ce processus échappent encore à notre compréhension complète. Les sursauts gamma répéteurs rapides, découverts récemment, ajoutent une nouvelle dimension à ces mystères. Ces événements durent quelques millisecondes et se répètent de manière imprévisible, libérant autant d'énergie en radio que notre Soleil en émet dans toutes les longueurs d'onde pendant une journée entière. Leur origine reste complètement énigmatique. Certains de ces sursauts semblent provenir de bien au-delà de notre galaxie, suggérant des sources d'énergie extraordinaires. Les théories vont des collisions d'étoiles à neutrons aux éruptions de magnétars, en passant par des phénomènes encore plus exotiques. Mais aucune explication ne rend compte de toutes les observations. Dans l'univers lointain, nous observons des galaxies qui défient nos modèles de formation et d'évolution galactique. Certaines galaxies primitives semblent avoir formé leurs étoiles beaucoup plus rapidement que ne le prédisent nos théories. Comment ces systèmes ont-ils pu assembler tant de matière et former tant d'étoiles si rapidement après le Big Bang? Les premières étoiles de l'univers, la population 3, n'ont jamais été observées directement. Ces étoiles, formées à partir d'hydrogène et d'hélium primordiaux sans éléments plus lourds, auraient été des géants massifs, brillant intensément, avant d'exploser en supernova après seulement quelques millions d'années. Leurs explosions auraient ensemencé l'univers primitif avec les premiers éléments lourds, permettant la formation d'étoiles et de planètes plus semblables à celles que nous connaissons. Mais où sont les preuves de ces premières étoiles? Nous devrions voir leur signature dans la lumière de fond cosmique ou dans la composition chimique des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Certains indices existent, mais ils sont ténus et ambigus. La recherche de ces premières étoiles reste l'un des défis majeurs de l'astronomie moderne. L'époque de réionisation, quand les premières étoiles et galaxies ont ionisé l'hydrogène neutre qui remplissait l'univers primitif, représente une transition majeure dans l'histoire cosmique. Mais les détails de cette transition restent flous. Combien de temps a-t-elle duré? Était-elle uniforme dans tout l'espace ou s'est-elle produite de manière inégale, créant des bulles d'hydrogène ionisées autour des premières sources de lumière? Ces questions touchent à notre compréhension de la façon dont l'univers est passé de ces âges sombres primitifs au cosmos rempli d'étoiles et de galaxies que nous observons aujourd'hui. Les réponses pourraient révéler des détails cruciaux sur la nature de la matière noire, la formation des premières structures et l'évolution de l'univers dans son ensemble. Les amas de galaxies, les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers, nous offrent des laboratoires pour étudier la physique dans des conditions extrêmes. Quand ces amas entrent en collision, ils créent des fronts d'ondes de choc dans le plasma intergalactique, accélérant des particules à des énergies énormes et générant des champs magnétiques sur des échelles de millions d'années-lumière. Ces collisions d'amas nous permettent également d'étudier la matière noire de manière unique. Lors d'une collision, la matière ordinaire, sous forme de gaz chaud, ralentit à cause des interactions électromagnétiques, mais la matière noire, qui n'interagit que gravitationnellement, continue sur sa lancée. Cette séparation entre matière ordinaire et matière noire a fourni certaines des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire. Mais même ces observations soulèvent de nouvelles questions. Pourquoi la matière noire semble-t-elle parfois se comporter différemment dans différents amas? Y a-t-il des sous-structures dans la distribution de matière noire que nous ne comprenons pas? Ces variations pourraient révéler des propriétés de la matière noire que nous n'avons pas encore découvertes. Les vides cosmiques, ces vastes régions presque vides entre les filaments de matière qui forment la toile cosmique, présentent leur propre mystère. Ces vides contiennent beaucoup moins de matière que prévu, et nous ne comprenons pas complètement comment ils se sont formés ou pourquoi ils sont si vides. Certains vides semblent exercer une influence sur leur environnement, accélérant l'expansion locale de l'espace de manière plus prononcée que ne le prédit la théorie standard. Ces vides sous-denses pourraient révéler des propriétés de l'énergie sombre que nous n'avons pas encore comprises ou indiquer des modifications nécessaires à notre modèle cosmologique standard. Dans ces extrêmes cosmiques, nous trouvons non seulement des défis pour notre compréhension actuelle, mais aussi des opportunités de découvrir de nouveaux aspects de la réalité physique. Chaque observation extrême nous pousse vers les limites de nos théories et parfois au-delà, nous obligeant à repenser nos assumptions les plus fondamentales sur la façon dont l'univers fonctionne. Ces phénomènes extrêmes nous rappellent que l'univers est un endroit sauvage et imprévisible,
rempli d'événements si violents et si énergétiques qu'ils défient l'imagination. Pourtant, c'est précisément dans ces conditions extrêmes que nous pouvons tester les limites de la physique et peut-être découvrir de nouvelles lois naturelles qui gouvernent la réalité à ses niveaux les plus fondamentaux. Ces phénomènes extrêmes de l'univers lointain nous ramènent inévitablement vers notre propre coin du cosmos, vers les mystères qui persistent dans notre système solaire et sur notre planète elle-même. Car si l'espace profond recèle des secrets monumentaux, notre voisinage cosmique immédiat cache des énigmes tout aussi fascinantes, des puzzles qui nous rappellent que même dans notre propre jardin céleste, nous sommes encore loin de tout comprendre. Commençons par notre étoile, le Soleil, cette boule de plasma incandescent qui semble si familière et si prévisible. Pourtant, après des décennies d'observations intensives, le Soleil continue de nous surprendre avec des comportements qui défient nos modèles les plus sophistiqués. Le problème des neutrinos solaires a hanté les physiciens pendant des décennies. Nos calculs prédisaient que le Soleil devrait produire 3 fois plus de neutrinos que ce que nous détections sur Terre. Cette discordance suggérait soit que notre compréhension de la fusion nucléaire dans le cœur solaire était incorrecte, soit que les neutrinos eux-mêmes possédaient des propriétés que nous ne soupçonnions pas. La résolution de cette énigme a révélé l'un des phénomènes les plus étranges de la physique des particules, l'oscillation des neutrinos. Ces particules fantomatiques peuvent changer d'identité en voyageant, se transformant d'un type à un autre de manière spontanée. Cette découverte a non seulement résolu le mystère des neutrinos solaires manquants, mais a aussi révélé que ces particules, contrairement à ce que nous pensions, possèdent une masse, remettant en question le modèle standard de la physique des particules. Mais le Soleil garde d'autres secrets. La couronne solaire, cette atmosphère externe visible lors des éclipses totales, atteint des températures de plusieurs millions de degrés, soit des centaines de fois plus chaudes que la surface du Soleil elle-même. Ce gradient de température inversé défie notre intuition thermodynamique. Comment la couronne peut-elle être si chaude quand elle est plus éloignée de la source de chaleur ? Malgré des décennies de recherche et des missions spatiales dédiées, le mécanisme exact de chauffage coronal reste partiellement mystérieux. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale représentent des manifestations spectaculaires de l'activité magnétique solaire, mais nous ne pouvons toujours pas les prédire avec précision. Ces événements libèrent des quantités d'énergie équivalentes à des milliards de bombes nucléaires et peuvent perturber nos communications, nos systèmes GPS et même nos réseaux électriques sur Terre. Comprendre et prédire ces phénomènes devient de plus en plus crucial à mesure que notre société dépend davantage de la technologie spatiale. Le cycle solaire de 11 ans, marqué par l'augmentation et la diminution du nombre de taches solaires, suit un rythme mystérieux que nous ne comprenons pas complètement. Parfois, ce cycle se comporte de manière imprévisible, comme pendant le minimum de Maunder au XVIIe siècle, quand les taches solaires ont presque disparu pendant 70 ans, coïncidant avec le petit âge glaciaire en Europe. Ces variations solaires influencent-elles réellement le climat terrestre de manière significative? Et qu'est-ce qui contrôle ces cycles à long terme? En nous déplaçant vers l'extérieur du système solaire, nous rencontrons Mercure, la planète la plus proche du Soleil, qui cache ses propres énigmes. Sa surface est criblée de cratères comme notre Lune, mais elle possède aussi d'étranges formations appelées terrains chaotiques qui semblent résulter de secousses sismiques massives. De plus, Mercure possède un champ magnétique global inattendu pour une si petite planète. Comment une planète de cette taille peut-elle maintenir un champ magnétique actif? La réponse pourrait révéler des détails importants sur la structure interne des planètes telluriques. Vénus présente peut-être l'un des mystères planétaires les plus troublants de notre système solaire. Cette planète jumelle de la Terre en termes de taille et de masse a évolué vers un enfer inhabitable avec une atmosphère empoisonnée et des températures de surface assez chaudes pour faire fondre le plomb. Mais qu'est-ce qui a causé cette divergence dramatique? Vénus a-t-elle déjà eu des océans comme la Terre? Si oui, quand et comment les a-t-elle perdus? Les nuages de Vénus, composés d'acide sulfurique concentré, tournent autour de la planète en seulement 4 jours terrestres, soit 60 fois plus vite que la rotation de la planète elle-même. Ce phénomène de superrotation atmosphérique défie notre compréhension de la dynamique atmosphérique. Qu'est-ce qui alimente ces vents si rapides dans la haute atmosphère vénusienne? Récemment, la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus a créé une controverse scientifique majeure. Sur Terre, cette molécule est principalement produite par des processus biologiques. Sa présence dans l'atmosphère vénusienne pourrait-elle indiquer une forme de vie microbienne flottant dans les couches nuageuses relativement tempérées de la haute atmosphère?
Ou existe-t-il des processus géochimiques inconnus capables de produire de la phosphine dans ces conditions extrêmes? Notre propre planète, la Terre, continue de nous surprendre malgré des siècles d'études intensives. L'origine de la vie reste l'un des mystères les plus profonds de la science. Comment des molécules organiques simples se sont-elles auto-organisées en systèmes capables de reproduction, de métabolisme et d'évolution? Nous avons identifié les composants chimiques nécessaires et nous comprenons certains des processus impliqués, mais la transition cruciale du non-vivant au vivant nous échappe encore. Les sources hydrothermales au fond des océans, découvertes seulement dans les années 70, ont révolutionné notre compréhension des environnements possibles pour la vie. Ces oasis de vie dans les profondeurs abyssales tirent leur énergie non pas du soleil, mais de la chimie de la Terre elle-même. Ces écosystèmes basés sur la chimiosynthèse pourraient-ils représenter les environnements où la vie est née et que nous apprennent-ils sur les possibilités de vie dans d'autres mondes? Le champ magnétique terrestre, cette bulle invisible qui nous protège du vent solaire, présente ses propres mystères. Nous savons qu'il est généré par les mouvements de fer liquide dans le noyau externe de la Terre, mais nous ne comprenons pas complètement pourquoi il s'inverse périodiquement. Ces inversions magnétiques se sont produites des centaines de fois dans l'histoire géologique, parfois de manière régulière, parfois de façon chaotique. Actuellement, le pôle magnétique nord migre rapidement vers la Sibérie et l'intensité du champ magnétique diminue dans certaines régions. Sommes-nous au début d'une nouvelle inversion? Et quelles seraient les conséquences pour la vie sur Terre si notre bouclier magnétique s'affaiblissait significativement ou disparaissait temporairement? La tectonique des plaques, ce moteur géologique qui sculpte la surface terrestre, cache encore des secrets. Nous comprenons les mécanismes de base, comment les plaques se forment, bougent et plongent. Mais nous ne savons pas exactement ce qui alimente ce système. Qu'est-ce qui maintient la convection dans le manteau terrestre? Pourquoi la tectonique des plaques modernes a-t-elle commencé quand elle l'a fait dans l'histoire terrestre? Et pourquoi la Terre est-elle la seule planète tellurique de notre système solaire à présenter une tectonique des plaques actives? Les extinctions de masse dans l'histoire terrestre soulèvent des questions troublantes sur la fragilité et la résilience de la vie. Nous comprenons certaines des causes, impact d'astéroïdes, éruptions volcaniques massives, changements climatiques, mais les mécanismes exacts par lesquels ces événements mènent à l'extinction restent mystérieux. Comment exactement un impact d'astéroïdes tue-t-il les dinosaures mais épargne-t-il les mammifères? Pourquoi certaines formes de vie survivent-elles à des catastrophes qui en éliminent d'autres? Mars, notre voisin rouge, continue de nous fasciner et de nous frustrer en égale mesure. Nous savons maintenant avec certitude que Mars a eu un passé aqueux, avec des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Mais qu'est-ce qui a transformé cette planète apparemment habitable en le désert froid et aride que nous observons aujourd'hui? L'atmosphère martienne actuelle est 100 fois plus fine que celle de la Terre, mais nous trouvons des preuves géologiques d'une atmosphère primitive beaucoup plus épaisse. Où est passée toute cette atmosphère? Le vent solaire l'a-t-il progressivement emporté dans l'espace? Ou y a-t-il eu des processus géologiques qui ont séquestré l'atmosphère dans les roches martiennes? La détection récente de méthane dans l'atmosphère martienne a créé un nouveau mystère. Le méthane devrait être rapidement détruit par les radiations solaires dans l'atmosphère martienne, ce qui signifie qu'il doit y avoir une source active quelque part sur la planète. Cette source est-elle géologique, peut-être des réactions entre l'eau et certains minéraux, ou pourrait-elle être biologique? Les lunes glacées du système solaire externe nous offrent certaines des perspectives les plus excitantes pour trouver de la vie au-delà de la Terre. Europe, la lune de Jupiter, cache sous sa croûte de glace un océan qui pourrait contenir plus d'eau que tous les océans terrestres combinés. Cet océan reste liquide grâce aux forces de marée exercées par Jupiter, qui étirent et compriment constamment la Lune, générant de la chaleur par friction interne. Mais que savons-nous réellement de cet océan caché? Est-il en contact avec un fond rocheux qui pourrait fournir les éléments chimiques nécessaires à la vie? Y a-t-il des sources hydrothermales au fond de cet océan extraterrestre? Et comment pourrions-nous, hivers, explorer un océan enfoui sous des kilomètres de glace solide? Encelade, une petite lune de Saturne, nous a surpris en révélant des geysers de vapeur d'eau et de particules de glace jaillissant de sa région polaire sud. Ces geysers indiquent la présence d'un océan liquide sous la surface, mais ils révèlent aussi quelque chose de plus intrigant. La composition chimique de ces panaches suggère que l'océan d'Encelade pourrait avoir toutes les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. Titan, la plus grande lune de Saturne, présente un environnement si unique qu'il semble sortir d'un monde de science-fiction. Cette lune possède une atmosphère dense et des lacs de méthane liquide à sa surface.
Ces conditions ressemblent peut-être à celles de la Terre primitive, avant que l'oxygène ne transforme notre atmosphère. Titan pourrait-il abriter des formes de vie basées sur une chimie différente de celle que nous connaissons? Les anneaux de Saturne, bien qu'ils semblent éternels et immuables, sont probablement beaucoup plus jeunes que la planète elle-même. Comment se sont-ils formés? Sont-ils les restes d'une lune détruite? Ou se sont-ils formés à partir de matériel primitif qui n'a jamais réussi à s'agréger en lune? Et pourquoi Saturne est-elle la seule planète géante de notre système solaire à posséder un système d'anneaux si spectaculaire? Uranus présente l'énigme d'une planète couchée sur le côté, son axe de rotation incliné de 98 degrés par rapport à son orbite. Qu'est-ce qui a causé cette orientation bizarre? Une collision avec un objet de la taille de la Terre? Ou un processus plus graduel lié aux interactions gravitationnelles avec les autres planètes géantes? Neptune, découverte grâce aux prédictions mathématiques basées sur les perturbations orbitales d'Uranus, continue de nous surprendre. Elle émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, suggérant une source de chaleur interne mystérieuse. De plus, ses vents sont les plus rapides du système solaire, atteignant plus de 2000 km par heure. Comment une planète si éloignée du Soleil peut-elle générer de tels vents violents? La ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort, ces réservoirs de comètes aux confins de notre système solaire, représentent des vestiges de la formation planétaire, mais nous ne les comprenons que partiellement. La découverte de Pluton et d'autres objets transneptuniens a révélé une population d'objets glacés dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Combien d'objets de grande taille restent à découvrir dans ces régions lointaines? Sedna, un objet distant dont l'orbite l'emmène bien au-delà de la ceinture de Kuiper, suggère l'influence d'une force gravitationnelle inconnue. Certains astronomes proposent l'existence d'une 9e planète, plusieurs fois plus massive que la Terre, cachée dans les confins sombres du système solaire. Cette planète hypothétique pourrait expliquer les orbites inhabituelles de plusieurs objets transneptuniens, mais elle reste à découvrir. Ces mystères de notre système solaire nous rappellent que même dans notre voisinage cosmique immédiat, nous sommes encore des explorateurs découvrant des territoires inconnus. Chaque mission spatiale révèle de nouvelles surprises, remettant en question nos assumptions et enrichissant notre compréhension de la diversité des mondes possibles. Et dans cette exploration, nous nous préparons pour la quête ultime, la recherche de la vie au-delà de la Terre, une quête qui pourrait transformer notre compréhension de ce que signifie être vivant dans cet univers mystérieux et merveilleux. Cette quête de la vie au-delà de notre planète nous mène naturellement vers l'un des plus grands mystères de notre époque. Où sont-ils? Cette question simple cache l'une des énigmes les plus profondes et les plus troublantes de la science moderne. Dans un univers si vaste, avec des milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles, beaucoup accompagnées de planètes, les probabilités statistiques suggèrent que la vie devrait être commune. Pourtant, malgré des décennies de recherches intensives, nous n'avons trouvé aucune preuve incontestable de l'existence d'une vie extraterrestre. Ce paradoxe, formulé pour la première fois par le physicien Enrico Fermi dans les années 50, continue de hanter les scientifiques et les philosophes. Si la vie est un phénomène naturel qui émerge facilement des conditions physiques et chimiques appropriées, alors notre galaxie devrait grouiller de civilisations. Certaines d'entre elles devraient être beaucoup plus anciennes et plus avancées que la nôtre, capables de voyages interstellaires et de communication à travers l'espace. Alors, où sont les signes de leur existence ? L'équation de Drake, bien qu'elle ne soit qu'un exercice de pensée plutôt qu'une formule scientifique rigoureuse, illustre la complexité de cette question. Elle décompose la probabilité de l'existence de civilisations communicantes en plusieurs facteurs: le taux de formation stellaire, la fraction d'étoiles ayant des planètes, le nombre de planètes habitables par système, la fraction de planètes où la vie apparaît, la fraction où la vie intelligente évolue, la fraction qui développe une technologie de communication, et enfin la durée de vie de telle civilisation. Chacun de ces facteurs cache ses propres incertitudes profondes. Nous commençons à peine à comprendre la fréquence des planètes dans la zone habitable autour de leur étoile, grâce aux découvertes du télescope spatial Kepler et d'autres missions de détection d'exoplanètes. Ces observations suggèrent que les planètes de taille terrestre dans la zone habitable sont relativement communes, ce qui augmente les chances de l'existence de la vie ailleurs. Mais qu'est-ce qui constitue réellement une zone habitable? Notre définition traditionnelle se base sur la possibilité d'eau liquide à la surface, mais nous découvrons que la vie peut exister dans des environnements beaucoup plus variés que nous ne l'imaginions. Les lunes glacées comme Europe et Encelade abritent peut-être des océans habitables sous leur surface glacée, bien au-delà de la zone habitable
habitable traditionnelle. Cette découverte élargit considérablement les endroits où nous pourrions trouver de la vie. L'astrobiologie, cette science relativement nouvelle qui étudie la possibilité de la vie dans l'univers, a identifié plusieurs environnements potentiels dans notre propre système solaire où la vie pourrait exister. Outre Mars, Europe et Encelade, des lunes comme Titan avec ses lacs d'hydrocarbures, ou même Vénus avec ses nuages d'acide sulfurique, pourraient théoriquement abriter des formes de vie adaptées à ces conditions extrêmes. Sur Terre, la découverte de la vie dans des environnements extrêmes a révolutionné notre compréhension des limites de la biologie. Les organismes extrémophiles prospèrent dans des conditions qui étaient autrefois considérées comme absolument incompatibles avec la vie. Température bouillante des sources hydrothermales, acidité extrême, radiation intense, pression écrasante des abysses océaniques et même dans les roches situées à des kilomètres sous la surface. Ces découvertes suggèrent que la vie pourrait être beaucoup plus résistante et adaptable que nous ne le pensions. Si la vie sur Terre peut survivre dans de tels environnements extrêmes, alors les possibilités pour la vie sur d'autres mondes s'élargissent considérablement. Peut-être que nous cherchons la vie dans les mauvais endroits en nous concentrant trop sur des environnements similaires à ceux où la vie complexe prospère sur Terre. La recherche de signaux extraterrestres, connue sous l'acronyme SETI, continue depuis plus de 60 ans sans succès définitif. Nous avons écouté les ondes radio, cherché des signaux laser et même analysé les données pour détecter des motifs artificiels qui pourraient indiquer une intelligence extraterrestre. Le projet SETI at Home a permis à des millions de personnes de participer à cette recherche en utilisant leurs ordinateurs personnels pour analyser les données radio. Malgré cet effort collectif massif, nous n'avons détecté aucun signal qui puisse être attribué avec certitude à une intelligence extraterrestre. Le célèbre signal WOW, détecté en 1977, reste non expliqué, mais il n'a jamais été répété malgré de nombreuses tentatives d'observation du même région du ciel. Cette absence de signaux détectables soulève des questions profondes sur la nature et la fréquence des civilisations technologiques. Peut-être que les civilisations avancées n'utilisent pas les ondes radio pour communiquer, préférant des technologies que nous ne pouvons pas encore détecter ou même imaginer. Ou peut-être qu'elles dirigent leur communication de manière très précise, évitant la diffusion omnidirectionnelle que nous pourrions intercepter. Il est aussi possible que les civilisations technologiques aient tendance à développer des communications de plus en plus efficaces et directionnelles à mesure qu'elles évoluent, réduisant les fuites électromagnétiques que nous pourrions détecter. La recherche de biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes représente une approche prometteuse pour détecter la vie, même si elle n'est pas intelligente. Le télescope spatial James Webb et les futurs télescopes extrêmement grands commencent à analyser la composition atmosphérique de planètes lointaines, recherchant des gaz comme l'oxygène, l'ozone, la vapeur d'eau et le méthane qui pourraient indiquer la présence de processus biologiques. Mais interpréter ces biosignatures potentielles s'avère plus complexe que prévu. L'oxygène, par exemple, peut être produit par des processus non biologiques dans certaines conditions. De même, le méthane peut avoir des origines géologiques. Nous devons développer une compréhension plus sophistiquée de la façon dont les processus biologiques et géologiques interagissent pour créer des signatures atmosphériques détectables. La possibilité que nous soyons seuls dans l'univers, ou du moins dans notre galaxie, soulève des questions philosophiques profondes. Si la Terre est unique, qu'est-ce qui la rend si spéciale ? Peut-être que l'apparition de la vie est beaucoup plus improbable que nous ne le pensons. Peut-être que le passage de la vie simple à la vie complexe est extraordinairement rare. Ou peut-être que l'évolution de l'intelligence et de la technologie est un événement si peu probable qu'il ne se produit qu'une fois par galaxie, voire moins. L'hypothèse de la Terre rare propose que la combinaison de facteurs nécessaires à l'évolution de la vie complexe est si spécifique qu'elle rend notre planète extraordinairement unique. Cette hypothèse souligne l'importance de la Lune pour stabiliser l'axe de rotation terrestre du système Jupiter-Saturne pour protéger la Terre des impacts d'astéroïdes et de nombreux autres facteurs qui ont pu être cruciaux pour le développement de la vie complexe. Mais même si la vie complexe est rare, la vie simple pourrait être commune. Les microbes dominent la biosphère terrestre en termes de biomasse et de diversité, et ils ont persisté pendant des milliards d'années dans des conditions changeantes. Si la plupart de la vie dans l'univers est microbienne, cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas détecté de signaux de civilisation technologique. Une possibilité troublante est que les civilisations technologiques tendent à s'autodétruire peu après avoir développé la capacité de communication interstellaire.
Cette explication du paradoxe de Fermi, connu sous le nom de grand filtre, suggère qu'il existe un ou plusieurs obstacles évolutifs si difficiles que très peu d'espèces les surmontent. Ce grand filtre pourrait se situer derrière nous, par exemple, l'évolution de la vie elle-même ou le passage à la complexité multicellulaire pourrait être extraordinairement rare. Dans ce cas, nous avons eu une chance exceptionnelle d'atteindre notre niveau actuel de développement. Alternativement, le grand filtre pourrait se situer devant nous, suggérant que les civilisations technologiques font face à des défis existentiels qu'elles ne parviennent généralement pas à surmonter. Les risques existentiels que nous affrontons actuellement, changement climatique, guerre nucléaire, intelligence artificielle non contrôlée, pandémies engineered, pourraient représenter ce grand filtre. Si c'est le cas, notre survie à long terme dépend de notre capacité à naviguer ces défis avec succès, quelque chose que la plupart des civilisations pourraient échouer à faire. Une autre explication possible est que les civilisations avancées choisissent délibérément de ne pas se révéler à des espèces moins développées. Cette hypothèse du zoo suggère que nous pourrions être observés ou même protégés par des civilisations plus avancées qui maintiennent une politique de non-interférence. Bien que cette idée relève largement de la spéculation, elle n'est pas entièrement déraisonnable si l'on considère que nous-mêmes établissons des réserves naturelles et étudions les animaux sans interférer avec leur développement naturel. Les civilisations très avancées pourraient aussi avoir évolué au-delà du besoin ou du désir d'expansion physique dans l'espace. Elles pourraient préférer explorer la réalité virtuelle, développer des formes de conscience augmentée ou poursuivre des objectifs que nous ne pouvons même pas imaginer. Dans ce cas, elles pourraient être indétectables pour nous parce qu'elles n'engagent plus d'activités que nous reconnaîtrions comme technologiques au sens traditionnel. La recherche de technosignatures, preuve d'activité technologique extraterrestre, s'étend maintenant au-delà de la recherche de signaux radieux. Les astronomes recherchent des mégastructures hypothétiques comme les sphères de Dyson, des constructions qui pourraient entourer une étoile pour capturer son énergie. Ils cherchent aussi des signatures de propulsion interstellaire, des motifs d'illumination artificielle sur les planètes, et même des modifications à grande échelle de systèmes stellaires. L'étoile de Tabby, officiellement connue sous le nom de Kik 84628552, a créé un émoi considérable quand ses variations de luminosité inhabituelles ont été découvertes. Ces obscurcissements irréguliers et profonds ne correspondaient à aucun phénomène astrophysique connu, menant à des spéculations sur la possibilité de mégastructures extraterrestres. Bien que des explications naturelles impliquant des nuages de poussière semblent maintenant plus probables, cette découverte a stimulé de nouvelles approches pour la recherche de technosignatures. La découverte récente d'Oumuamua, le premier objet interstellaire confirmé à visiter notre système solaire, a aussi soulevé des questions intrigantes. Sa forme allongée inhabituelle et son accélération mystérieuse en s'éloignant du Soleil ne correspondaient pas parfaitement au modèle d'astéroïdes ou de comètes ordinaires. Bien que des explications naturelles aient été proposées, certains scientifiques ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'un artefact artificiel. Ces cas illustrent la difficulté de distinguer les phénomènes naturels inhabituels des possibles signatures technologiques. Notre univers est si vaste et complexe que nous découvrons constamment de nouveaux phénomènes naturels qui défient nos attentes. Cette richesse de phénomènes naturels inattendus rend la tâche de reconnaissance des signatures artificielles encore plus difficile. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers reste l'une des plus profondes que nous puissions nous poser. Elle touche à notre compréhension de la vie, de l'intelligence et de notre place dans le cosmos. Que nous trouvions finalement des preuves de la vie extraterrestre ou que nous découvrions que nous sommes effectivement seuls, la réponse transformera profondément notre vision de nous-mêmes et de notre responsabilité envers la vie dans l'univers. En attendant, la recherche continue. Chaque nouvelle exoplanète découverte, chaque nouveau signal analysé et chaque nouvelle mission vers les lunes de Jupiter et Saturne nous rapproche peut-être de la réponse à cette question ultime. Et dans cette recherche, nous découvrons non seulement quelque chose sur l'univers, mais aussi quelque chose sur nous-mêmes et sur ce qui rend la vie, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre, si précieuse et si remarquable. Cette recherche de la vie au-delà de notre monde nous ramène inévitablement vers les mystères de la vie elle-même, vers ces processus biologiques fondamentaux qui, même sur notre propre planète, continuent de défier notre compréhension. Car si nous espérons reconnaître la vie ailleurs dans l'univers, nous devons d'abord percer les secrets de la vie telle qu'elle existe ici, dans toute sa complexité stupéfiante et ses manifestations souvent inexplicables. L'origine de la vie sur Terre reste l'une des énigmes les plus profondes de la science.
Nous savons que la vie est apparue relativement tôt dans l'histoire de notre planète, peut-être dès 3 milliards 800 millions d'années, à peine 700 millions d'années après la formation de la Terre. Cette apparition précoce suggère que la transition du non-vivant au vivant pourrait être plus facile que nous ne le pensons, ou alors que nous avons eu une chance extraordinaire. Mais qu'est-ce qui constitue exactement cette transition mystérieuse? Comment des molécules organiques inertes se sont-elles organisées en systèmes capables de métabolisme, de reproduction et d'évolution? Les expériences classiques de Miller-Urey dans les années 50 ont montré qu'il était possible de créer des acides aminés, les briques de base des protéines, à partir de gaz simples soumis à des décharges électriques. Mais le saut des acides aminés aux protéines fonctionnelles et des protéines aux cellules vivantes reste un gouffre conceptuel énorme. Le problème de la poule et de l'œuf hante l'origine de la vie. Les protéines sont nécessaires pour catalyser les réactions qui créent l'ADN et l'ARN, mais l'information pour créer ces protéines est stockée dans l'ADN et l'ARN. Comment ce système interdépendant a-t-il pu émerger simultanément? L'hypothèse du monde d'ARN propose que l'ARN, capable à la fois de stocker de l'information et de catalyser des réactions, ait pu être le précurseur de ce système, mais même cette théorie laisse de nombreuses questions sans réponse. La découverte de ribosymes, des molécules d'ARN capables de catalyser leur propre réplication, a apporté un soutien à l'hypothèse du monde d'ARN. Mais créer des ribosymes suffisamment sophistiqués pour démarrer la vie reste un défi majeur. Comment ces molécules autoréplicantes ont-elles pu évoluer vers la complexité nécessaire pour encapsuler dans des membranes et développer les processus métaboliques de base? L'environnement où la vie est née reste également mystérieux. Les sources hydrothermales au fond des océans offrent de l'énergie chimique et des gradients de température qui pourraient favoriser la formation de molécules complexes. Les poules de marée exposées au cycle de séchage et d'humidification pourraient concentrer les molécules organiques et favoriser leur interaction. Même les surfaces minérales, comme celles de certaines argiles, pourraient catalyser la formation de polymères organiques. Récemment, l'hypothèse de métabolisme d'abord a gagné en popularité. Cette théorie suggère que les réseaux de réactions chimiques auto-entretenus ont pu précéder l'apparition de molécules informationnelles comme l'ADN et l'ARN. Dans cette vision, la vie aurait commencé comme un réseau de réactions chimiques capables de se maintenir et de croître, avec l'hérédité et la reproduction apparaissant plus tard. Mais même si nous parvenions à comprendre comment la vie est née, nous serions confrontés à un autre mystère tout aussi profond. Comment cette vie primitive a-t-elle évolué vers la complexité extraordinaire que nous observons aujourd'hui? L'évolution par sélection naturelle explique magnifiquement comment les espèces changent et s'adaptent, mais certains aspects du processus évolutif restent énigmatiques. L'explosion cambrienne, cette période d'il y a environ 540 millions d'années, où la diversité des formes de vie complexes a explosé soudainement, défie toujours notre compréhension complète. En l'espace de quelques dizaines de millions d'années, la plupart des plans corporels majeurs que nous connaissons aujourd'hui sont apparus dans les fossiles. Qu'est-ce qui a déclenché cette explosion de créativité évolutive? Plusieurs facteurs ont probablement convergé. L'augmentation des niveaux d'oxygène dans l'atmosphère, le développement de relations prédateurs-proies et peut-être l'évolution des premiers yeux complexes qui ont révolutionné les interactions écologiques. Mais même avec ces explications, la rapidité et l'ampleur de l'explosion cambrienne restent stupéfiantes. L'évolution de la vision elle-même présente des défis conceptuels. Comment un système aussi complexe que l'œil a-t-il pu évoluer graduellement? Darwin lui-même était troublé par cette question. Nous savons maintenant que l'évolution peut créer des structures complexes par étapes, chaque étape apportant un avantage adaptatif, des taches oculaires simples aux yeux composés sophistiqués des insectes. En passant par les yeux à lentilles des vertébrés, nous pouvons tracer les étapes évolutives de la vision. Mais l'évolution indépendante de systèmes visuels complexes dans de nombreuses lignées différentes soulève des questions intéressantes. Pourquoi la vision semble-t-elle être une solution si attrayante que l'évolution l'a inventée de nombreuses fois indépendamment? Y a-t-il quelque chose de fondamental dans l'information portée par la lumière qui la rend particulièrement utile pour les organismes vivants? La conscience représente peut-être le plus grand mystère de l'évolution. Comment et pourquoi l'expérience subjective a-t-elle émergé de processus neurologiques? Nous pouvons cartographier l'activité cérébrale associée à différents états de conscience, mais nous ne comprenons toujours pas comment cette activité génère l'expérience qualitative d'être conscient. Certains chercheurs proposent que la conscience pourrait être une propriété émergente de systèmes informationnels suffisamment complexes. D'autres suggèrent
quelle pourrait être une caractéristique fondamentale de l'univers, présente à un certain niveau dans tous les systèmes physiques. Ces théories panpsychistes, bien que controversées, tentent de résoudre le problème difficile de la conscience en évitant la question de son émergence. L'évolution de l'intelligence présente ses propres énigmes. Pourquoi les cerveaux humains ont-ils évolué pour être si grands et si complexes? L'hypothèse du cerveau social suggère que la complexité de nos interactions sociales a conduit l'évolution de nos capacités cognitives. Mais cette explication ne rend pas compte de tous les aspects de l'intelligence humaine, comme notre capacité pour les mathématiques abstraites ou la musique. Le langage humain est particulièrement mystérieux. Comment notre espèce a-t-elle développé cette capacité unique de communication symbolique complexe? Le langage semble avoir émergé relativement récemment dans l'évolution humaine, peut-être il y a seulement 100 000 à 300 000 ans, mais il a révolutionné notre espèce, nous permettant de transmettre des informations complexes entre individus et entre générations. La base génétique du langage reste partiellement mystérieuse. Nous avons identifié certains gènes, comme FOXP2, qui semblent être cruciaux pour le développement du langage, mais nous ne comprenons pas comment ces gènes créent la capacité linguistique complexe. De plus, tous les humains, indépendamment de leur culture, semblent être nés avec une capacité innée pour apprendre le langage, suggérant une base génétique universelle que nous ne comprenons pas encore complètement. L'altruisme présente un autre paradoxe évolutif. Comment des comportements qui réduisent la fitness reproductive d'un individu peuvent-ils évoluer? La sélection de parentèle explique pourquoi nous aidons nos proches qui partagent nos gènes, mais elle ne peut pas expliquer l'altruisme envers des étrangers non apparentés que nous observons chez les humains et quelques autres espèces. Les théories de l'altruisme réciproque et de la sélection de groupe tentent d'expliquer ces comportements, mais elles restent controversées. Comment l'évolution a-t-elle pu favoriser des individus qui sacrifient leurs propres intérêts pour le bien du groupe? Cette question touche à des questions fondamentales sur la nature humaine et les origines biologiques de la moralité. L'évolution de la longévité humaine pose aussi des questions intrigantes. Pourquoi vivons-nous si longtemps après la ménopause? La plupart des espèces meurent peu après avoir perdu leur capacité reproductive, mais les humains peuvent vivre des décennies au-delà de cet âge. L'hypothèse de la grand-mère suggère que les femmes âgées contribuent à la survie de leurs petits-enfants, mais cette explication reste débattue. Le vieillissement lui-même reste mystérieux malgré des décennies de recherche intensive. Pourquoi vieillissons-nous? L'évolution devrait favoriser les organismes qui vivent plus longtemps et se reproduisent plus. Pourtant, le vieillissement semble être universel chez les organismes complexes. Les théories actuelles suggèrent que le vieillissement pourrait être un effet secondaire de processus qui sont bénéfiques tôt dans la vie, mais deviennent nuisibles plus tard. Les télomères, ces capuchons protecteurs à l'extrémité de nos chromosomes, raccourcissent à chaque division cellulaire et sont associés au vieillissement. Mais pourquoi nos cellules n'ont-elles pas évolué pour maintenir leurs télomères indéfiniment? Certaines cellules, comme les cellules germinales et les cellules cancéreuses, le font, mais au prix d'un risque accru de mutation et de cancer. La régénération représente une capacité biologique remarquable que certains organismes possèdent et d'autres non. Les salamandres peuvent faire repousser des membres entiers. Les étoiles de mer peuvent régénérer à partir de fragments corporels. Et même certains mammifères comme les souris peuvent régénérer des parties de leurs oreilles. Pourquoi les humains ont-ils largement perdu cette capacité? Et pourquoi notre foie peut-il se régénérer mais pas notre cœur ou notre cerveau? La compréhension de ces mécanismes de régénération pourrait révolutionner la médecine, nous permettant de réparer ou remplacer des tissus et organes endommagés. Mais pour l'instant, les secrets de la régénération restent largement enfermés dans le génome de quelques espèces chanceuses. Les rythmes circadiens, ces horloges biologiques internes qui régulent nos cycles de sommeil et d'éveil, présentent leurs propres mystères. Comment ces horloges se sont-elles évoluées? Pourquoi sont-elles si universelles chez les organismes vivants? Et comment maintiennent-elles leur précision remarquable sur de longues périodes? Ces horloges biologiques sont si fondamentales que même les bactéries unicellulaires les possèdent. Cette universalité suggère qu'elles confèrent des avantages adaptatifs majeurs, peut-être en permettant aux organismes d'anticiper les changements environnementaux prévisibles.
Mais les mécanismes moléculaires de ces horloges, bien que partiellement compris, révèlent une complexité stupéfiante qui soulève de nouvelles questions sur leur évolution et leur fonction. Le sommeil lui-même reste l'un des comportements les plus mystérieux du règne animal. Pourquoi passons-nous un tiers de notre vie dans un état de vulnérabilité apparente ? Le sommeil doit conférer des avantages adaptatifs énormes pour compenser ses coûts évidents en termes de temps et de sécurité. Nous savons que le sommeil est crucial pour la consolidation de la mémoire, la réparation tissulaire et peut-être la clearance des déchets métaboliques du cerveau. Mais nous ne comprenons toujours pas complètement pourquoi ces processus nécessitent un état de conscience altéré. Les rêves ajoutent une autre couche de mystère au sommeil. Pourquoi rêvons-nous ? Ces expériences nocturnes bizarres et souvent incohérentes servent-elles un but adaptatif ou sont-elles simplement des effets secondaires de l'activité cérébrale pendant le sommeil ? Certaines théories suggèrent que les rêves pourraient aider à traiter les émotions ou à consolider la mémoire, mais leur fonction précise reste débattue. Ces mystères biologiques nous rappellent que même sur notre propre planète, dans nos propres corps, nous sommes entourés de processus que nous ne comprenons que partiellement. La vie, dans toute sa complexité et sa diversité, continue de nous surprendre et de défier nos tentatives de compréhension complète. Et pourtant, c'est précisément cette complexité mystérieuse qui rend la recherche de la vie au-delà de la Terre si fascinante et si importante. Cette complexité mystérieuse de la vie nous mène naturellement vers les frontières les plus récentes de la science, là où nos technologies les plus avancées rencontrent les limites de ce que nous pouvons observer, mesurer et comprendre. Dans ces domaines de pointe, nous découvrons que l'univers est encore plus étrange et plus surprenant que nous n'aurions jamais pu l'imaginer, révélant des phénomènes qui remettent en question nos concepts les plus fondamentaux de la réalité. La physique quantique, malgré plus d'un siècle de développement et de succès expérimentaux remarquables, continue de nous confronter à des paradoxes qui défient l'intuition. L'intrication quantique, ce phénomène par lequel des particules peuvent être corrélées de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare, a été confirmé par des expériences de plus en plus sophistiquées. Pourtant, nous ne comprenons toujours pas vraiment ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité. Les expériences récentes avec des objets macroscopiques ont poussé les limites de la mécanique quantique vers des échelles de plus en plus grandes. Des cristaux entiers peuvent maintenant être maintenus dans des états de superposition quantique, existant dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'ils soient observés. Ces expériences soulèvent des questions profondes. Où exactement se situe la frontière entre le monde quantique et le monde classique ? Et pourquoi cette frontière existe-t-elle ? Le problème de la mesure quantique reste l'une des énigmes les plus persistantes de la physique moderne. Pourquoi l'acte d'observation semble-t-il faire effondrer la fonction d'onde quantique d'un système, forçant les particules à choisir un état défini ? Certaines interprétations, comme celle des mondes multiples, suggèrent que toutes les possibilités quantiques se réalisent simultanément dans des univers parallèles. D'autres, comme l'interprétation transactionnelle, propose que les particules quantiques communiquent rétroactivement avec leur futur. Ces interprétations ne sont pas simplement des curiosités philosophiques. Elles ont des implications pratiques pour le développement de technologies quantiques comme l'informatique quantique et la cryptographie quantique. Un ordinateur quantique exploite la superposition et l'intrication pour effectuer certains calculs exponentiellement plus rapidement que les ordinateurs classiques. Mais construire des ordinateurs quantiques stables et fiables reste un défi technique énorme. Le problème de la décohérence quantique illustre cette difficulté. Les états quantiques sont extrêmement fragiles et peuvent être détruits par la moindre interaction avec l'environnement. Maintenir la cohérence quantique assez longtemps pour effectuer des calculs utiles nécessite un isolement presque parfait et des températures proches du zéro absolu. Même dans ces conditions extrêmes, la cohérence se perd rapidement, limitant la complexité des calculs quantiques possibles. Pourtant, certains systèmes biologiques semblent exploiter des effets quantiques de manière remarquablement efficace. La photosynthèse, par exemple, utilise apparemment la cohérence quantique pour transporter l'énergie avec une efficacité proche de 100%. Comment les plantes maintiennent-elles la cohérence quantique dans l'environnement chaud et bruyant d'une cellule vivante ? Cette découverte a ouvert un nouveau domaine appelé biologie quantique, mais nous ne comprenons encore que les rudiments de ces processus. L'odorat pourrait aussi exploiter des effets quantiques. Certaines théories suggèrent que notre capacité à distinguer des molécules avec des structures similaires mais des propriétés vibrationnelles différentes pourrait dépendre de la tunnelisation quantique,
Si c'est vrai, nos nez fonctionneraient comme des spectromètres quantiques naturels, mais cette théorie reste controversée et difficile à tester expérimentalement. La gravité quantique représente peut-être le défi le plus fondamental de la physique moderne. Nos deux théories les plus réussies, la relativité générale et la mécanique quantique, semblent incompatibles à l'échelle de Planck, où les effets quantiques de la gravité deviennent importants. À cette échelle inimaginablement petite, l'espace-temps lui-même pourrait bouillonner et fluctuer de manière qui défie toute description classique. La théorie des cordes, l'une de nos tentatives les plus ambitieuses pour unifier la physique, propose que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes dans un espace à 11 dimensions. Cette théorie élégante promet d'unifier toutes les forces de nature, mais elle fait des prédictions qui sont actuellement impossibles à tester expérimentalement. Comment pouvons-nous valider scientifiquement une théorie dont les prédictions testables dépassent nos capacités technologiques? La gravité à boucle, une approche alternative à la gravité quantique, propose que l'espace-temps lui-même soit quantifié, composé de minuscules unités discrètes. Dans cette vision, l'espace lisse que nous percevons serait une approximation statistique, comme la surface apparemment lisse de l'eau qui est en réalité composée de molécules individuelles. Mais comment tester cette hypothèse quand les effets se manifestent seulement à l'échelle de Planck? L'information quantique révèle d'autres mystères profonds. L'information peut-elle être détruite? Le paradoxe de l'information des trous noirs suggère que l'information qui tombe dans un trou noir pourrait être perdue à jamais quand le trou noir s'évapore, violant un principe fondamental de la mécanique quantique. Mais comment l'information peut-elle s'échapper d'un trou noir sans violer la relativité générale? Récemment, les physiciens ont proposé que les trous noirs pourraient être connectés à leur propre radiation par des trous de verre quantiques, microscopiques, permettant à l'information de s'échapper de manière subtile. Cette idée relie la gravité quantique, l'information quantique et la thermodynamique des trous noirs de manières inattendues, mais elle reste hautement spéculative. L'énergie sombre, qui constitue environ 70% de l'univers, reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Nous savons qu'elle cause l'accélération de l'expansion cosmique, mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Les observations suggèrent qu'elle se comporte comme une constante cosmologique, une énergie intrinsèque de l'espace vide, mais les calculs théoriques prédisent une valeur 120 ordres de grandeur plus élevée que celle observée. Cette discrépance astronomique suggère que nous manquons quelque chose de fondamental dans notre compréhension de l'énergie du vide quantique ou de la nature de l'espace-temps. Peut-être que l'énergie sombre n'est pas une propriété de l'espace vide, mais plutôt un champ dynamique qui évolue avec le temps. Ou peut-être qu'elle indique que notre compréhension de la gravité à grande échelle est incomplète. Les fluctuations quantiques du vide créent des effets mesurables comme l'effet Casimir, où deux plaques métalliques parallèles dans le vide sont poussées l'une vers l'autre par la pression des fluctuations quantiques. Cet effet démontre que le vide quantique possède des propriétés physiques réelles, mais comment réconcilier cela avec l'absence apparente d'effets gravitationnels de ces fluctuations reste mystérieux. La matière noire présente un défi différent mais tout aussi profond. Nous savons qu'elle interagit gravitationnellement avec la matière ordinaire, mais apparemment d'aucune autre manière. Cette interaction faible rend sa détection directe extrêmement difficile. Des détecteurs souterrains ultrasensibles recherchent les rares collisions entre particules de matière noire et noyaux atomiques, mais après des décennies d'efforts, nous n'avons pas encore de détection confirmée. Certaines théories alternatives proposent que la matière noire pourrait avoir ses propres interactions complexes, formant un secteur sombre avec sa propre physique riche. Cette matière noire auto-interagissante pourrait expliquer certaines observations astrophysiques qui ne correspondent pas parfaitement aux prédictions de la matière noire froide traditionnelle. Mais ces théories soulèvent de nouvelles questions sur pourquoi le secteur sombre et la matière ordinaire interagissent si peu. L'asymétrie matière-antimatière dans l'univers reste une énigme fondamentale. Selon nos théories, le Big Bang aurait dû créer des quantités égales de matière et d'antimatière qui se seraient annihilées mutuellement, laissant un univers rempli seulement de photons. Pourtant, nous existons, ce qui prouve qu'il y a eu un léger excès de matière. D'où venait cet excès ? Les expériences avec des mésons B ont révélé de petites violations de la symétrie charge-parité qui pourraient expliquer une partie de cette asymétrie, mais pas suffisamment pour rendre compte de tout l'excès de matière observé. Peut-être que des processus physiques inconnus dans l'univers primitif ont créé cette asymétrie, ou peut-être que notre compréhension de l'antimatière est incomplète. La recherche de l'antimatière dans l'espace pourrait révéler des indices sur cette asymétrie primordiale.
Des détecteurs spatiaux comme AMS-02 recherchent des noyaux d'antihélium qui indiqueraient l'existence de régions d'antimatière dans l'univers. Jusqu'à présent, ces recherches n'ont pas trouvé de preuves convaincantes d'antimatière cosmique, renforçant le mystère de la symétrie. Les actions, des particules hypothétiques proposées pour résoudre certains problèmes en physique des particules, pourraient constituer la matière noire et expliquer d'autres anomalies cosmologiques. Ces particules seraient si légères et si faiblement interagissantes qu'elles échapperaient à la plupart des méthodes de détection, mais elles pourraient se convertir en photons dans des champs magnétiques intenses. Des expériences comme ADMX utilisent des cavités résonantes dans des champs magnétiques pour rechercher ces conversions d'action. La recherche de dimensions supplémentaires représente une autre frontière de la physique expérimentale. Si ces dimensions existent, elles pourraient se manifester de manière subtile dans les expériences de haute énergie. Les collisionneurs de particules recherchent des signatures de dimensions supplémentaires, comme la production de particules de Kaluza-Klein ou la fuite d'énergie dans ces dimensions cachées. Les tests de la loi de gravitation à courte distance pourraient aussi révéler l'existence de dimensions supplémentaires. Si la gravité fuit dans des dimensions supplémentaires, elle pourrait devenir plus forte que prévu à des distances très courtes. Ces expériences nécessitent une précision extraordinaire, mesurant des forces gravitationnelles entre des objets séparés par des fractions de millimètres. La violation de l'invariance de Lorentz, l'un des piliers de la relativité d'Einstein, est recherchée dans des expériences de précision extrême. Certaines théories de gravité quantique prédisent que l'espace-temps pourrait avoir une structure granulaire qui briserait légèrement cette symétrie. Des horloges atomiques ultra précises et des interféromètres laser recherchent ces violations subtiles. Le problème de la constante cosmologique illustre l'énorme fossé entre nos prédictions théoriques et nos observations. Cette discordance suggère soit que nous ne comprenons pas la physique du vide quantique, soit que nous manquons quelque chose de fondamental sur la nature de l'espace-temps et de la gravité. Résoudre ce problème pourrait nécessiter une révolution dans notre compréhension de la physique fondamentale. Ces frontières de la science nous rappellent que nous sommes encore loin d'une compréhension complète de l'univers. Chaque nouvelle découverte semble révéler de nouveaux mystères, comme si la réalité était structurée en couches infinies de complexité. Pourtant, c'est précisément cette profondeur apparemment infinie qui rend l'exploration scientifique si passionnante et si importante. Dans notre quête pour comprendre ces mystères, nous développons des technologies et des méthodes qui transforment notre monde. Les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner l'informatique. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers. Les accélérateurs de particules sondent les fondements de la matière et de l'énergie. Et dans cette exploration, nous découvrons non seulement quelque chose sur l'univers, mais aussi quelque chose sur nous-mêmes et sur ce que signifie être des êtres conscients dans un cosmos si vaste et si mystérieux. Ces frontières de la science sont aussi les frontières de l'imagination humaine, les limites actuelles de ce que nos esprits peuvent concevoir et comprendre. Ces frontières de l'imagination humaine nous conduisent naturellement vers les mystères les plus intimes de notre propre existence, la nature de la conscience, de l'esprit et de l'expérience subjective. Car si nous cherchons à comprendre l'univers dans toute sa complexité, nous devons aussi nous confronter au fait que cette compréhension émane d'un phénomène encore plus mystérieux que les trous noirs ou la matière noire, notre propre conscience. Qu'est-ce que cela fait d'être vous? Cette question, si simple en apparence, touche au cœur de l'un des problèmes les plus profonds et les plus résistants de la science moderne. En ce moment même, tandis que vous lisez ces mots, vous vivez une expérience subjective, riche et complexe. Vous percevez des formes et des couleurs, vous ressentez peut-être la texture de votre environnement, vous éprouvez des pensées et des émotions. Cette expérience intérieure semble évidente et immédiate, pourtant son origine et sa nature restent profondément mystérieuses. Le problème difficile de la conscience, formulé par le philosophe David Chalmers, distingue entre les problèmes faciles et difficiles de l'étude de l'esprit. Les problèmes faciles concernent les fonctions cognitives que nous pouvons expliquer en termes de mécanismes neurologiques, comment nous percevons, mémorisons, traitons l'information ou contrôlons notre comportement. Ces problèmes sont faciles, non pas parce qu'ils sont simples, mais parce que nous savons en principe comment les aborder scientifiquement. Le problème difficile, en revanche, concerne l'existence même de l'expérience subjective. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être conscient? Pourquoi ne sommes-nous pas simplement des zombies philosophiques, accomplissant toutes les mêmes fonctions cognitives, mais sans aucune expérience intérieure?
Cette question résiste à nos méthodes scientifiques traditionnelles parce que la conscience semble être intrinsèquement subjective, accessible seulement de l'intérieur. Les tentatives pour localiser la conscience dans le cerveau ont révélé sa nature distribuée et intégrée. Il n'y a pas de centre de commande unique où réside la conscience, pas de théâtre cartésien où les expériences sont projetées pour un observateur interne. Au lieu de cela, la conscience semble émerger de l'activité coordonnée de réseaux neuronaux étendus à travers tout le cerveau. Les patients avec un cerveau divisé, dont le corps calleux reliant les deux hémisphères cérébraux a été sectionné pour traiter l'épilepsie, révèlent des aspects troublants de l'unité de la conscience. Ces individus semblent parfois avoir deux flux de conscience séparés, chaque hémisphère traitant l'information de manière indépendante. Cette observation remet en question notre notion intuitive d'un moi unifié et indivisible. La théorie de l'information intégrée, développée par Giulio Tononi, propose que la conscience correspond à l'information intégrée dans un système. Selon cette théorie, tout système qui intègre l'information de manière irréductible possède un certain degré de conscience. Cette approche mathématique de la conscience fait des prédictions testables, mais elle implique aussi des conséquences contre-intuitives, suggérant que certains systèmes artificiels ou même certains arrangements d'objets inanimés pourraient être conscients. Les recherches sur l'anesthésie générale offrent une fenêtre unique sur les mécanismes de la conscience. Quand nous perdons conscience sous anesthésie, qu'est-ce qui change exactement dans notre cerveau? Les études montrent que l'anesthésie perturbe la communication entre différentes régions cérébrales, suggérant que la conscience dépend de l'intégration d'informations à travers des réseaux neuronaux distribués. Mais même cette compréhension soulève de nouvelles questions. Pourquoi cette intégration d'informations devrait-elle donner naissance à une expérience subjective? Comment le traitement neuronal objectif se transforme-t-il en expérience qualitative subjective? Ce fossé explicatif entre les processus physiques et l'expérience phénoménologique reste l'un des défis les plus redoutables de la science moderne. L'étude des états de conscience altérés révèle la plasticité remarquable de l'expérience subjective. Sous l'influence de substances psychédéliques comme la psilocybine ou le LSD, les individus rapportent des expériences qui défient les catégories ordinaires de la perception et de la pensée. Ils peuvent ressentir une dissolution de la frontière entre soi et le monde, une synesthésie où les sens se mélangent, ou des insights mystiques qui semblent profondément significatifs. Ces expériences ne sont pas simplement des hallucinations sans importance. Les recherches récentes sur les psychédéliques, après des décennies d'interdiction, révèlent leur potentiel thérapeutique pour traiter la dépression, le trouble de stress post-traumatique et l'anxiété liée aux maladies terminales. Mais plus important encore pour notre compréhension de la conscience, ils révèlent la flexibilité extraordinaire de l'expérience subjective et remettent en question nos assumptions sur la nature de la réalité perçue. La méditation et les pratiques contemplatives offrent une autre approche pour étudier la conscience de première personne. Les méditateurs expérimentés rapportent des états de conscience où l'expérience ordinaire du soi distinct semble se dissoudre, révélant des niveaux plus fondamentaux de conscience pure. Ces rapports subjectifs, bien qu'ils ne puissent pas être directement vérifiés par des tiers, fournissent des données importantes sur la phénoménologie de la conscience. Les neurosciences contemplatives, un domaine émergent qui combine les méthodes scientifiques occidentales avec les pratiques méditatives traditionnelles, commencent à cartographier les corrélats neuronaux de ces états altérés. Les scanners cérébraux de méditateurs expérimentés révèlent des changements dans l'activité et la structure cérébrale qui correspondent à leur rapport subjectif d'expérience transformée. L'intelligence artificielle soulève des questions pressantes sur la nature de la conscience. À mesure que nos systèmes artificiels deviennent plus sophistiqués, quand et comment pourrions-nous déterminer s'ils sont conscients? Le test de Turing, qui évalue si une machine peut convaincre un interrogateur humain qu'elle est humaine, ne teste que le comportement externe, pas l'expérience subjective interne. Les grands modèles de langage actuels, comme GPT et ses successeurs, peuvent produire des textes remarquablement sophistiqués et sembler engagés dans des conversations significatives. Mais sont-ils conscients de ce qu'ils disent ou ne font-ils que simuler la compréhension? Cette question devient de plus en plus pressante à mesure que ces systèmes deviennent plus avancés et plus intégrés dans nos sociétés. Le problème de l'autre esprit illustre la difficulté fondamentale d'étudier la conscience. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que d'autres personnes sont conscientes?
Nous l'inférons de leur comportement, de leurs rapports verbaux et de leur similarité neurobiologique avec nous, mais nous ne pouvons jamais accéder directement à leur expérience subjective. Cette limitation épistémologique s'applique encore plus fortement aux animaux non humains et aux systèmes artificiels. Les recherches sur la conscience animale révèlent des preuves croissantes que de nombreuses espèces possèdent des formes de conscience subjective. Les éléphants semblent faire le deuil de leur mort, les dauphins se reconnaissent dans les miroirs, les corbeaux fabriquent des outils sophistiqués et les poulpes montrent des comportements complexes qui suggèrent une riche vie intérieure. Mais comment leurs expériences conscientes diffèrent-elles des nôtres? La déclaration de Cambridge sur la conscience, signée par un groupe éminent de neuroscientifiques en 2012, a officiellement reconnu que les animaux non humains possèdent une conscience et une awareness comparables à celles des humains. Cette reconnaissance a des implications profondes pour l'éthique, le droit et notre relation avec le reste du monde vivant. Les troubles de la conscience offrent des aperçus tragiques mais scientifiquement précieux sur la nature de l'expérience subjective. Les patients dans des états végétatifs persistants ou des états de conscience minimale semblent être pris au piège entre la conscience et l'inconscience. Certains peuvent être plus conscients qu'ils ne le paraissent, piégés dans des corps qui ne peuvent pas exprimer leur expérience intérieure. Les nouvelles technologies d'imagerie cérébrale permettent parfois de détecter des signes de conscience chez des patients qui semblent être dans le coma. En demandant aux patients d'imaginer jouer au tennis ou se promener dans leur maison, les chercheurs peuvent détecter des patterns d'activité cérébrale qui suggèrent une conscience préservée malgré l'absence de réponse comportementale. Le libre arbitre représente un autre aspect mystérieux de la conscience humaine. Avons-nous vraiment le contrôle de nos actions, ou sommes-nous simplement des automates biologiques complexes suivant les lois de la physique? Les expériences de Benjamin Libet dans les années 80 ont montré que l'activité cérébrale associée à une décision commence plusieurs centaines de millisecondes avant que les individus rapportent être conscients de leur intention d'agir. Ces découvertes ont été interprétées comme remettant en question l'existence du libre arbitre, suggérant que nos décisions conscientes pourraient être des rationalisations après coup de processus inconscients. Mais l'interprétation de ces expériences reste controversée et la question du libre arbitre continue de diviser les neuroscientifiques, les philosophes et les psychologues. La nature du temps subjectif ajoute une autre dimension au mystère de la conscience. Notre expérience du temps semble fluide et continue, mais elle peut être dramatiquement altérée par les émotions, l'attention et les états de conscience modifiés. Dans des situations d'urgence, le temps peut sembler ralentir, permettant une réaction rapide. Pendant des expériences de flow ou de méditation profonde, le sentiment du temps peut complètement disparaître. Cette plasticité temporelle de la conscience suggère que notre expérience du temps n'est pas un enregistrement passif du passage temporel, mais une construction active du cerveau. Comment le cerveau crée-t-il cette expérience subjective du temps? Et pourquoi notre expérience temporelle subjective diffère-t-elle parfois si dramatiquement du temps objectif mesuré par les horloges? La synesthésie, cette condition où la stimulation d'un sens déclenche automatiquement la perception dans un autre sens, révèle la nature construite de notre expérience perceptive. Les synesthètes peuvent voir des couleurs quand ils entendent de la musique ou associer automatiquement des couleurs à des lettres et des chiffres. Cette condition suggère que les frontières entre nos différentes modalités sensorielles ne sont pas aussi rigides que nous pourrions le penser. L'étude de la synesthésie éclaire également les mécanismes normaux de la perception. Elle suggère que le cerveau intègre constamment l'information de différents sens pour créer notre expérience perceptive unifiée. Cette intégration multisensorielle pourrait être fondamentale pour la conscience elle-même. Les expériences de sortie du corps et les expériences de mort imminente posent des défis particuliers pour les neurosciences de la conscience, bien que ces expériences puissent être corrélées avec des changements spécifiques dans l'activité cérébrale. Leur signification reste débattue. Révèlent-elles des aspects de la conscience qui transcendent le cerveau physique, ou sont-elles simplement des constructions du cerveau en détresse? La mémoire et l'identité personnelle sont intimement liées à la conscience. Nous nous vivons comme des individus continus à travers le temps, mais cette continuité dépend largement de notre capacité à nous souvenir de nos expériences passées. Les patients avec une amnésie sévère, comme le célèbre patient HM qui ne pouvait plus former de nouveaux souvenirs après une chirurgie cérébrale, révèlent à quel point notre sens du soi dépend de la mémoire. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes vous?
Si tous vos souvenirs étaient effacés et remplacés par ceux de quelqu'un d'autre, seriez-vous encore la même personne? Ces questions philosophiques touchent au cœur de ce que signifie être un individu conscient, avec une identité persistante. L'émergence de la conscience lors du développement reste également mystérieuse. À quel moment les bébés deviennent-ils conscients? Les nouveau-nés semblent réagir à leur environnement et avoir des préférences, mais quand développent-ils une expérience subjective complète? L'étude de la conscience chez les enfants est compliquée par leur incapacité à rapporter verbalement leurs expériences intérieures. Ces mystères de la conscience nous rappellent que nous portons en nous le phénomène peut-être le plus extraordinaire et le plus inexpliqué de l'univers. Chaque moment de notre expérience consciente représente quelque chose que la science n'a pas encore réussi à expliquer complètement. Et pourtant, c'est précisément cette conscience mystérieuse qui nous permet de nous émerveiller devant les mystères de l'univers et de chercher à les comprendre. Dans cette recherche, nous découvrons non seulement les limites de notre compréhension scientifique actuelle, mais aussi la profondeur et la richesse de ce que signifie être des êtres conscients dans un cosmos vaste et mystérieux. La conscience reste l'ultime frontière intérieure, aussi mystérieuse et fascinante que les confins les plus lointains de l'espace. Cette conscience mystérieuse qui nous permet de contempler l'univers nous mène vers une réflexion plus large sur le temps lui-même et sur les mystères qui émergent quand nous considérons l'échelle temporelle de l'existence cosmique. Car si nos vies individuelles se déroulent sur des décennies, l'univers raconte son histoire sur des milliards d'années, et dans cette vastitude temporelle se cachent des énigmes qui défient notre compréhension la plus profonde. Le temps profond, cette perspective temporelle qui embrasse les échelles géologiques et cosmiques, révèle des patterns et des processus qui restent largement mystérieux. Comment l'univers a-t-il évolué de la simplicité primordiale vers la complexité extraordinaire que nous observons aujourd'hui? Cette question touche à l'un des paradoxes les plus fondamentaux de la physique. Pourquoi la complexité semble-t-elle émerger naturellement dans un univers gouverné par la deuxième loi de la thermodynamique, qui prédit une augmentation constante de l'entropie et du désordre? L'émergence de la complexité dans l'univers suit un pattern fascinant mais mystérieux. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était remarquablement simple et homogène. Pourtant, au fil du temps cosmique, cette simplicité a donné naissance à une hiérarchie de structures de plus en plus complexes, des particules élémentaires aux atomes, des atomes aux molécules, des molécules aux cellules, des cellules aux organismes multicellulaires, et finalement aux écosystèmes et aux civilisations. Cette progression vers la complexité semble violer notre intuition thermodynamique. Dans un système isolé, nous nous attendons à ce que l'entropie augmente et que la structure se dégrade. Pourtant, l'univers local semble constamment créer de nouveaux niveaux d'organisation et de complexité. La résolution de ce paradoxe apparent réside dans le fait que l'univers n'est pas un système isolé. Il continue de s'étendre et de se refroidir, créant des gradients d'énergie qui peuvent alimenter la formation de structures complexes. Mais cette explication soulève elle-même de nouvelles questions. Pourquoi ces gradients d'énergie favorisent-ils la formation de structures plutôt que leur destruction? Qu'est-ce qui guide l'auto-organisation de la matière vers des formes de plus en plus sophistiquées? Il semble y avoir des principes d'organisation encore mal compris qui opèrent à travers toutes les échelles, des systèmes quantiques aux structures cosmiques. La notion d'émergence elle-même reste profondément mystérieuse. Comment des propriétés entièrement nouvelles peuvent-elles apparaître à partir de l'interaction d'éléments plus simples? La conscience émerge-t-elle vraiment de l'activité neuronale? Ou existe-t-il quelque chose de plus fondamental que nous ne comprenons pas? De même, comment les propriétés de la vie émergent-elles de la chimie organique complexe? L'émergence forte ou de nouvelles lois causales apparaissent à des niveaux supérieurs d'organisation défie notre compréhension réductionniste traditionnelle de la nature. Si tout peut théoriquement être réduit aux lois de la physique quantique, pourquoi avons-nous besoin de concepts comme la biologie, la psychologie ou la sociologie? Ces disciplines étudient-elles simplement des approximations pratiques ou révèlent-elles des aspects authentiques de la réalité qui ne peuvent pas être réduits au niveau inférieur? Les cycles temporels de l'univers présentent leurs propres énigmes. Nous observons des patterns cycliques à toutes les échelles, les cycles jour-nuit et saisonniers qui rythment la vie terrestre, les cycles stellaires de naissance et de mort, les cycles galactiques qui durent des centaines de millions d'années, et peut-être même des cycles cosmiques de contraction et d'expansion qui s'étendent sur des échelles de temps inimaginables.
Ces cycles suggèrent une structure temporelle profonde dans l'univers, mais nous ne comprenons pas pourquoi ils émergent ou comment ils se maintiennent. Pourquoi l'univers semble-t-il préférer les patterns cycliques plutôt que le changement purement linéaire? Y a-t-il quelque chose dans la nature du temps lui-même qui favorise la récurrence? La flèche du temps reste l'un des mystères les plus profonds de la physique. Pourquoi le temps semble-t-il avoir une direction privilégiée? Les lois fondamentales de la physique sont largement symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Pourtant, nous expérimentons clairement une progression temporelle du passé vers le futur. Cette asymétrie temporelle est généralement attribuée à la thermodynamique et à l'augmentation de l'entropie. Mais cette explication soulève ses propres questions. Pourquoi l'univers primitif était-il dans un état de si basse entropie? Cette condition initiale spéciale était-elle nécessaire ou était-elle simplement une coïncidence extraordinaire? Et si elle était nécessaire, qu'est-ce qui l'a déterminée? Le paradoxe de l'information nous confronte à des questions encore plus fondamentales sur la nature du temps et de la causalité. Si l'information ne peut pas être détruite, comme le suggère la mécanique quantique, que devient l'information qui tombe dans un trou noir? Et si cette information peut d'une manière ou d'une autre s'échapper, comment réconcilier cela avec notre compréhension de la causalité relativiste? Ces questions touchent au fondement même de notre compréhension de la réalité physique. Elles suggèrent que notre concept actuel du temps pourrait être incomplet ou même fondamentalement erroné. Peut-être que le temps n'est pas une dimension fondamentale, mais plutôt une propriété émergente de quelque chose de plus basique. L'éternalisme, l'idée que tous les moments dans le temps existent simultanément dans un bloc d'univers quadridimensionnel, offre une perspective radicalement différente sur la nature du temps. Dans cette vision, le passage du temps et le sentiment de maintenant ne sont que des illusions de notre conscience limitée. Mais si c'est vrai, comment expliquer notre expérience subjective si vivide du flux temporel? La mécanique quantique complique encore notre compréhension du temps. Dans certaines interprétations, l'observation quantique semble pouvoir influencer le passé rétroactivement. Les expériences de choix retardés suggèrent que des décisions prises dans le présent peuvent déterminer ce qui s'est réellement passé dans le passé. Ces phénomènes remettent en question nos notions classiques de causalité et de séquence temporelle. Les boucles temporelles fermées, autorisées par certaines solutions des équations d'Einstein, soulèvent des paradoxes causaux encore plus troublants. Si le voyage dans le temps vers le passé était possible, comment l'univers résoudrait-il les contradictions logiques qui pourraient en résulter? Le principe de cohérence de Novikov suggère que les lois physiques conspirent pour empêcher de tels paradoxes. Mais nous ne comprenons pas les mécanismes qui rendraient cela possible. Le multivers, s'il existe, ajouterait une dimension temporelle encore plus complexe à notre compréhension. Dans un multivers éternel en inflation, de nouveaux univers se créent constamment, chacun avec sa propre flèche du temps et sa propre histoire causale. Comment concevoir le temps dans un tel contexte? Y a-t-il un métatemps qui englobe tous ces univers individuels? La théorie de l'information quantique révèle des connexions inattendues entre l'information, l'entropie et le temps. L'intrication quantique crée des corrélations qui semblent transcender les limitations causales classiques, suggérant que l'information pourrait être plus fondamentale que l'espace et le temps eux-mêmes. Dans cette vision, l'espace-temps pourrait émerger de patterns d'intrication quantique plus profonds. Cette perspective informationnelle de la réalité soulève des questions profondes sur la nature de l'existence elle-même. Si l'univers est fondamentalement informationnel, qu'est-ce qui distingue l'information réelle des simulations ou des modèles mathématiques? Vivons-nous dans une réalité simulée, comme le suggère l'hypothèse de Nick Bostrom? Et si c'est le cas, cela changerait-il quelque chose à notre expérience ou à notre compréhension de nous-mêmes? Les questions sur la nature du temps se connectent étroitement au mystère de l'origine et du destin de l'univers. Qu'est-ce qui existait avant le Big Bang? Cette question pourrait être mal posée si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, mais elle persiste dans notre curiosité. Y a-t-il eu des univers précédents? Y en aura-t-il d'autres après le nôtre? Le destin ultime de l'univers reste également incertain malgré nos observations de l'accélération cosmique. Si l'énergie sombre continue de dominer, l'univers pourrait subir une mort thermique froide, s'étendant et se refroidissant jusqu'à ce que toute structure complexe devienne impossible. Alternativement, l'énergie sombre pourrait évoluer, menant à des scénarios comme le Big Rip, où l'expansion s'accélère si rapidement qu'elle déchire même les atomes. Mais ces prédictions reposent sur des extrapolations de nos connaissances actuelles sur des échelles de temps inimaginables. Combien de révolutions scientifiques se produiront dans les milliards d'années à venir?
Comment nos descendants, biologiques ou artificiels, pourraient-ils façonner l'évolution cosmique? Y a-t-il des limites absolues à ce que l'intelligence peut accomplir, ou l'intelligence suffisamment avancée pourrait-elle influencer le destin de l'univers lui-même? Les échelles de temps cosmiques remettent aussi en perspective nos préoccupations humaines quotidiennes. Nos civilisations, nos cultures, même notre espèce, ne représentent que des clignements d'yeux dans l'histoire cosmique. Pourtant, c'est précisément dans ces brefs moments que la conscience et la compréhension émergent, permettant à l'univers de se connaître lui-même. Cette perspective temporelle cosmique soulève des questions existentielles profondes. Quelle est la signification de nos vies individuelles dans un contexte si vaste? Y a-t-il un but ou une direction dans l'évolution cosmique, ou sommes-nous simplement des accidents statistiques dans un processus aveugle et sans but? Certains cosmologistes et philosophes suggèrent que l'émergence de la conscience pourrait représenter une phase de transition fondamentale dans l'évolution cosmique. Peut-être que l'univers évolue vers des états de complexité et de conscience de plus en plus élevés. Dans cette vision, nous ne sommes pas des observateurs passifs du cosmos, mais des participants actifs dans son développement. Cette possibilité transforme notre compréhension de notre rôle dans l'univers. Au lieu d'être des créatures insignifiantes dans un cosmos indifférent, nous pourrions être les agents par lesquels l'univers développe sa conscience de soi. Notre science, notre art, notre philosophie pourraient représenter les premiers balbutiements de cette autoconscience cosmique émergente. Mais ces idées restent hautement spéculatives, touchant aux frontières entre la science, la philosophie et même la spiritualité. Elles illustrent comment les mystères du temps et de l'échelle cosmique nous poussent vers des questions qui dépassent les méthodes scientifiques traditionnelles, nous invitant à repenser nos assumptions les plus fondamentales sur la nature de l'existence elle-même. Dans cette exploration des mystères temporels et cosmiques, nous découvrons que les questions les plus profondes ne concernent pas seulement ce qui existe, mais comment et pourquoi cela existe, et quel rôle notre conscience joue dans ce grand déploiement cosmique. Ces mystères nous rappellent que nous participons à quelque chose de beaucoup plus vaste et plus mystérieux que nous ne pouvons pleinement comprendre, quelque chose qui continue de se déployer à travers nous et au-delà de nous. Cette participation à quelque chose de plus vaste nous amène naturellement vers la contemplation finale de notre voyage à travers ces 100 mystères cosmiques. Car après avoir exploré les confins de l'espace, sondé les profondeurs du temps et questionné la nature même de la conscience et de la réalité, nous nous retrouvons face à une vérité à la fois humble et extraordinaire. Nous sommes des êtres finis contemplant l'infini, des créatures éphémères cherchant à comprendre l'éternel. Dans cette quête de compréhension, nous découvrons que chaque réponse que nous trouvons génère de nouvelles questions, comme si l'univers était structuré en couches infinies de mystères. Cette découverte pourrait être décourageante, suggérant que nous ne parviendrons jamais à une compréhension complète. Mais elle peut aussi être profondément libératrice, nous rappelant que la recherche elle-même, l'acte d'exploration et d'émerveillement, pourrait être plus importante que les destinations que nous espérons atteindre. Les mystères que nous avons explorés ensemble révèlent la nature interconnectée de toute la réalité. Les fluctuations quantiques dans le vide cosmique se connectent aux structures à grande échelle de l'univers. L'évolution biologique sur une planète rocheuse reflète les processus de complexification qui opèrent à travers tout le cosmos. La conscience qui émerge de réseaux neuronaux pourrait partager des principes d'organisation avec la formation des galaxies et la structure de l'espace-temps lui-même. Cette interconnexion suggère qu'il pourrait exister des principes unificateurs plus profonds que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être que les lois de la physique, de la biologie et même de la conscience sont des manifestations différentes de quelque chose de plus fondamental. Cette quête d'unification a toujours été l'un des objectifs les plus nobles de la science, depuis les premiers philosophes grecs qui cherchèrent les éléments de base de toute la matière. Aujourd'hui, cette quête continue avec des théories comme la gravité quantique et les théories du tout qui tentent d'unifier toutes les forces et tous les phénomènes dans un cadre conceptuel unique. Mais même si nous parvenions à découvrir de telles théories unificatrices, elles soulèveraient probablement de nouvelles questions sur pourquoi ces lois particulières gouvernent notre réalité plutôt que d'autres possibilités. L'humilité intellectuelle devient ainsi une vertu essentielle dans notre exploration de l'inconnu.
Reconnaître les limites de notre compréhension actuelle n'est pas un échec, mais plutôt une reconnaissance honnête de la vastitude de ce qui reste à découvrir. Cette humilité nous protège contre l'arrogance intellectuelle et nous maintient ouverts aux possibilités que nous n'avons pas encore imaginées. Dans cette perspective, les scientifiques du futur regarderont probablement nos théories actuelles avec la même affection amusée que nous ressentons envers les théories scientifiques d'il y a plusieurs siècles. Nos descendants découvriront probablement que nous nous trompions sur des aspects fondamentaux de la réalité, tout comme nous avons découvert les limitations des visions scientifiques du passé. Mais cela ne diminue en rien la valeur de notre quête actuelle. Chaque génération de chercheurs construit sur les découvertes des précédentes, créant une compréhension cumulative qui s'approfondit constamment, même si elle ne devient jamais complète. Nous sommes les héritiers de milliers d'années de curiosité humaine, et nous sommes aussi les ancêtres de futures générations d'explorateurs cosmiques. Les outils que nous développons dans notre exploration des mystères cosmiques transforment non seulement notre compréhension, mais aussi notre société et notre existence quotidienne. Les télescopes qui sondent les confins de l'univers nous donnent aussi des technologies de communication. Les accélérateurs de particules qui explorent les fondements de la matière conduisent à de nouveaux traitements médicaux. Les ordinateurs quantiques qui exploitent l'étrangeté quantique pourraient révolutionner la façon dont nous traitons l'information. Cette interconnexion entre la recherche fondamentale et les applications pratiques illustre comment notre curiosité sur l'univers se traduit finalement en bénéfice pour l'humanité. Mais plus important encore, elle montre comment l'exploration de l'inconnu enrichit notre expérience d'être vivant et conscient dans ce cosmos remarquable. L'art et la science convergent dans cette exploration des mystères cosmiques. Les images du télescope spatial Hubble révèlent une beauté esthétique qui rivalise avec les plus grandes œuvres d'art humaines. Les équations mathématiques qui décrivent les phénomènes quantiques possèdent une élégance qui touche quelque chose de profondément esthétique en nous. Cette convergence suggère que la beauté pourrait être un guide fiable vers la vérité, comme l'ont cru de nombreux scientifiques et philosophes. La musique des sphères, cette ancienne notion que l'univers résonne avec une harmonie mathématique fondamentale, trouve des échos surprenants dans la physique moderne. Les vibrations des cordes dans la théorie des cordes, les oscillations quantiques du vide et même les ondes gravitationnelles détectées par LIGO suggèrent que l'univers pourrait vraiment chanter à des fréquences que nous commençons seulement à apprendre à écouter. Cette dimension esthétique de l'exploration cosmique nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des machines de traitement d'informations cherchant à comprendre l'univers. Nous sommes des êtres capables d'émerveillement, de beauté et de transcendance. Notre science la plus profonde émerge de cette capacité d'émerveillement, et elle nous ramène vers elle enrichie et transformée. Les implications philosophiques et spirituelles de nos découvertes scientifiques ne peuvent être ignorées. Apprendre que nous sommes faits de poussière d'étoiles transforme notre compréhension de notre place dans l'univers. Découvrir que la conscience pourrait être une propriété émergente fondamentale change notre vision de ce que signifie être vivant. Réaliser que l'univers lui-même pourrait être conscient à un niveau que nous ne comprenons pas encore ouvre des possibilités qui défient l'imagination. Ces découvertes ne fournissent pas de réponse définitive aux questions existentielles fondamentales, mais elles enrichissent profondément le contexte dans lequel nous les posons. Elles nous donnent un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, tout en préservant le mystère et l'émerveillement qui rendent l'existence si précieuse. La solitude cosmique apparente de l'humanité, illustrée par le paradoxe de Fermi, nous confronte à notre responsabilité unique en tant qu'être conscient dans un univers peut-être largement inconscient. Si nous sommes vraiment seuls, ou parmi les très rares formes de vie consciente, alors notre existence prend une signification cosmique extraordinaire. Nous devenons les yeux et l'esprit par lesquels l'univers se connaît lui-même. Cette responsabilité s'étend au-delà de la simple survie de notre espèce. Elle inclut la préservation et l'expansion de la conscience, de la connaissance et de la compassion. Notre exploration des mystères cosmiques devient ainsi un acte d'intendance cosmique, une façon de honorer le privilège extraordinaire d'exister en tant qu'être conscient dans cet univers mystérieux. Les défis existentiels auxquels nous faisons face, changement climatique, menaces nucléaires, intelligence artificielle potentiellement dangereuse, prennent une urgence particulière dans ce contexte cosmique. Si nous échouons à naviguer ces défis avec succès, nous pourrions non seulement mettre fin à notre propre histoire, mais aussi interrompre l'un des rares exemples connus de l'univers prenant conscience de lui-même. Mais cette perspective nous donne aussi de l'espoir et de la détermination. Chaque acte de compassion,
Chaque découverte scientifique, chaque création artistique, chaque moment d'émerveillement face à la beauté de l'existence contribue à l'épanouissement de la conscience cosmique. Nous participons tous à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'éducation scientifique et la communication des découvertes scientifiques deviennent ainsi des actes de transmission culturelle cruciales. Quand nous partageons notre émerveillement face aux mystères de l'univers, nous passons le flambeau de la curiosité et de l'exploration aux générations futures. Nous nous assurons que la quête de compréhension continue, même si nous ne vivons pas assez longtemps pour voir toutes les réponses. Cette nuit, quand vous regarderez le ciel étoilé, vous pourrez voir non seulement la beauté évidente des points lumineux dans l'obscurité, mais aussi les mystères profonds qu'ils représentent. Chaque étoile est un soleil, peut-être accompagné de planètes ou d'autres formes de conscience pourraient contempler leur propre ciel nocturne. Chaque photon qui atteint vos yeux a voyagé pendant des années, des décennies ou même des siècles pour vous apporter des nouvelles de mondes lointains. Dans cette contemplation, vous participez à une tradition qui remonte aux premiers humains qui ont levé les yeux vers les étoiles et se sont demandé ce qu'elles étaient. Vous vous joignez à une communauté invisible de chercheurs et de rêveurs qui s'étend à travers l'espace et le temps, tous unis par la même curiosité fondamentale sur la nature de l'existence. Les mystères que nous avons explorés ensemble ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des invitations à l'émerveillement. Il nous rappelle que vivre dans un univers partiellement compréhensible est infiniment plus intéressant que vivre dans un univers complètement expliqué. Le mystère préserve le sens de l'aventure et de la découverte qui rendent la vie scientifique si enrichissante. Et dans cette préservation du mystère, nous trouvons aussi une préservation de l'humilité. Peu importe combien nous apprenons, peu importe à quel point nos théories deviennent sophistiquées, l'univers garde toujours des secrets qui nous échappent. Cette réalité nous maintient modestes face à la vastitude de ce qui reste inconnu et ouverts aux surprises que l'univers continue de nous réserver. Alors que vous vous endormez ce soir, porté par ces réflexions sur les mystères cosmiques, rappelez-vous que vous êtes vous-même l'un de ces mystères. Votre conscience, votre capacité d'émerveillement, votre capacité d'aimer et de créer restent aussi mystérieuses que les trous noirs et la matière noire. Vous êtes à la fois l'observateur et le phénomène observé, le chercheur et l'objet de recherche. Dans ce paradoxe réside peut-être la clé de tous les autres mystères que nous avons explorés. Car si nous sommes vraiment des fragments de l'univers qui ont développé la capacité de se connaître eux-mêmes, alors notre quête de compréhension cosmique est aussi une quête de compréhension de soi. Et dans cette quête infinie, nous trouvons non pas des réponses définitives, mais quelque chose de peut-être encore plus précieux, le sens continu de l'émerveillement qui rend l'existence si remarquable et si mystérieusement belle.